le personnage principal, et Yoon, a finalement pu configurer correctement l'appareil magique. D'où il a ressenti un sentiment de victoire incroyable et tant attendu, le gars a connecté quelques lignes et l'équipement a commencé à briller. Après quoi le mécanisme a fonctionné et une cellule s'est ouverte, dans laquelle quelque chose a commencé à briller. Soudain, un cristal magique brillant sortit, il était ravi. Soudain, la pierre se précipita vers le haut, comme une luciole, elle illumina la pièce. Les guerres démoniaques menées par leurs dirigeants étaient peintes sur le mur. Yoon réalisa que les hypothèses du professeur étaient en fait correctes. Cependant, à ce moment-là, une inconnue lui a pointé un pistolet sur la tempe et a déclaré qu'il était en état d'arrestation. La jeune femme a déclaré qu'il n'avait pas le droit de piller un tombeau ancien. La jeune fille s'est avérée être une employée du département des dragons nommée Ojin, elle a ordonné à ses gens de fouiller les locaux. Il l'a prise pour une policière et a dit qu'il était une bonne personne et qu'elle se trompait. Cependant, Oh a réagi assez vivement et l'a frappée à la tête avec un pistolet, disant qu'elle en doutait fortement. Après quoi, elle a appelé ses subordonnés à être en alerte, car cette tombe appartenait à Han Dongji. Après un certain temps, les employés du département ont signalé avoir découvert une sorte de sarcophage. Satisfaite, Jin a déclaré qu'après tant d'années de service, elle avait enfin trouvé un trésor. Yoon a noté qu'en fait, c'était sa découverte. À ce moment-là, quelqu'un leur a lancé une grenade à leurs pieds, dont la jeune fille s'est empressée d'informer tout le monde. Un instant plus tard, une explosion s'est produite et tout dans la zone a commencé à fumer, il a quand même réussi à repousser Oh. Dans le brouillard qui se dissipait, des silhouettes d'inconnus étaient visibles et leur conversation pouvait être entendue au loin. Une certaine fille a dit que s'ils ne trouvaient pas cette chose, leur palais céleste serait détruit. Après tout, cela a pris énormément de temps, c'était Tao Ran, le personnage principal la regardait et ne comprenait pas ce qui se passait. La jeune femme, à son tour, ordonna calmement à son peuple de tuer tout le monde dans la tombe. Des bandits armés portant des masques à gaz se sont immédiatement précipités pour inspecter les lieux. Jin, enragé, a remarqué qu'ils avaient délibérément utilisé des gaz lacrymogènes pour intercepter Wangu. À ce moment-là, ils ont réussi à les encercler et à pointer des mitrailleuses sur eux. Yoon s'est rendu compte que ses affaires étaient extrêmement mauvaises. Après tout, il a déjà été menacé à 2 reprises par des personnes armées. Pendant ce temps, Tao ordonna à ses subordonnés d'emporter le sarcophage. Ensuite, Ran s'est approché du personnage principal et lui a demandé s'il avait vraiment trouvé cet artefact. Yoon pensait que son visage lui était très familier et il la regardait littéralement, ce qu'elle n'aimait naturellement pas. La jeune fille a dit qu'il était extrêmement impoli de sa part de regarder une dame comme ça. Oh a demandé s'il n'avait jamais vu de fille voilée, il a répondu que ce n'était pas du tout le cas. Soudain, le jeune homme se surprit à penser qu'il s'agissait en réalité du même Tao. À ce moment-là, l'un des bandits a ouvert un sarcophage, à l'intérieur duquel se trouvait un crâne avec des cornes, il semblait aspirer la vie du gars. Après quoi son corps fut englouti dans une lueur magique, tout le monde paniqua et commença à se disperser dans des directions différentes. Quelques secondes plus tard, l'homme s'est littéralement transformé en diable cornu, ses vêtements déchirés en lambeaux. Naturellement, les bandits se sont enfuis de lui et ont ouvert le feu avec des mitrailleuses. Ainsi, le monstre a été sous un barrage de balles, mais cela ne lui a fait aucun mal. Le démon devint encore plus en colère et poussa un grand rugissement, comme si le tombeau tremblait. Après quoi le monstre a couru vers eux, renversant tout le monde sur son passage. Les bandits ont commencé à se rendre compte qu'il serait extrêmement difficile de vaincre le monstre. À un certain moment, le démon se retrouva près de Ran et se dépêcha de l'attaquer. À ce moment-là, les soldats ont de nouveau ouvert le feu sur le monstre, attirant ainsi l'attention sur eux. Finalement, le monstre aigri se retourna et fixa sur eux son regard menaçant. Après quoi, avec des mouvements ultra rapides, le démon s'est approché des tireurs et a commencé à les tuer un par un. En conséquence, la pièce était remplie de cadavres et le monstre se dirigeait à nouveau vers Tao. Soudain, le monstre cornu se pencha vers la jeune fille et commença à regarder Ran. Puis, grognant de manière menaçante, le monstre se précipita à nouveau pour frapper la jeune fille, mais fut soudainement interrompu par E, qui tenait à peine le couvercle du sarcophage et disait qu'il n'oserait pas lui faire du mal. Finalement, il recouvrit le cercueil d'une lourde dalle et déclara que son heure était venue. À ce moment, le démon sembla commencer à s'étouffer et heurta le mur avec sa main. Tao recula. Quelques secondes plus tard, le monstre était couvert de flammes vertes magiques, la créature hurlait de douleur. Ran regarda une nouvelle fois le jeune homme et fut à nouveau visité par un sentiment familier. Pour une raison quelconque, il lui semblait qu'il avait été envoyé pour la protéger. La jeune fille se souvenait de son général bien-aimé, à qui Yoon ressemblait beaucoup en apparence. Le souvenir le plus marquant était la façon dont il s'allongeait sous le sakura et avait des conversations insouciantes. Le souverain a dit que la source bleue de Yankan était arrivée et qu'il la protégerait toujours, il la regarda également avec surprise. Cependant, les doux souvenirs furent soudainement interrompus par Jean, qui décida de profiter de l'instant et de l'attaquer. Mais Tao, à son tour, réussit à bloquer son coup, ce qui surprit Oh. La jeune fille a déclaré que le moment était venu de mettre les menottes à tout le monde et s'est dépêchée de mettre en œuvre son plan.
Ran a immédiatement ordonné à ses protégés de se retirer immédiatement, ce qu'ils ont commencé à faire. L'un des bandits a déclaré qu'il devait emmener leur ami, qui s'était réincarné en humain. Mais Jean décide d'empêcher le sauvetage de leurs camarades et se précipite pour les rattraper. Cependant, à ce moment-là, Tao l'attaqua avec son fouet, réussit à sauter sur le côté. La jeune fille a remarqué qu'une grenade avait de nouveau été lancée à ses pieds. Jean voulait la jeter sur Ran, mais le personnage principal était contre une telle évolution des événements. À ce propos, il s'est empressé de la repousser et a déclaré qu'il s'agissait d'une grenade inhabituelle. Par la suite, une explosion s'est produite dans la tombe et les bandits se sont précipités vers la sortie en toute hâte. Et seul Tao a continué à regarder Yoon et à trouver des similitudes d'apparence avec le général. Oh, à son tour, était en colère contre le jeune homme, ce qu'elle a déclaré avec fureur. Il a commencé à lui demander pardon et à dire que c'était arrivé par accident. La jeune fille s'est occupée des criminels en fuite et a compris qu'elle ne pourrait plus les rattraper. Le jeune homme pensa que c'était le moment de s'enfuir et se dirigea lentement vers la sortie. Naturellement, il n'a pas réussi à le faire, car Jean en colère l'a immédiatement rattrapé d'un coup de pied dans le cul. Yoon remarqua qu'elle ne devrait pas être aussi en colère, et encore moins le blesser. Oh lui répondit, assez pathétiquement, que celui qu'elle avait arrêté ne pourrait pas s'enfuir. Après une courte période de temps, le gars a quand même été récupéré et emmené dans une certaine base de tente. Ne trouvant pas cette fille insidieuse à proximité, il s'empressa de quitter cet endroit. Mais dès qu'il fit un pas, il fut arrêté par la voix dégoûtante de Jean, qui déclara qu'il ne pouvait pas s'échapper, ajoutant que s'il tente encore de s'échapper, il perdra instantanément la tête. Le jeune homme a répondu que l'air était pur ici et il a décidé de faire une petite promenade. À ce moment-là, un camion est soudainement passé entre eux et le personnage principal a toussé à cause de la poussière. Oh a dit que parce qu'il l'avait sauvé dans la tombe, elle lui pardonne, mais ils ont une conversation sérieuse devant eux. Yoon a décidé de se concentrer sur le fait qu'il l'avait vraiment sauvé et qu'elle devrait être plus paisible. Jin l'ignora et lui posa des questions sur qui il était vraiment et ce qu'il faisait dans la tombe de Han Dongju. Le gars ne savait pas comment lui répondre sans se tromper et sans se retrouver dans des problèmes encore plus graves. Finalement, il décida de jouer à un jeu avec elle et se présenta comme un soldat du département des dragons sous un numéro de code fictif. Dans un premier temps, la jeune femme s'est laissée prendre à son tour et, après avoir prononcé son numéro, elle a demandé de quel département il venait. Pensant que son astuce avait fonctionné, il devint plus confiant en attirant les grands noms du département et nomma le commandant Guayao. Après quoi, souriant malicieusement, il nota qu'il devrait écrire un rapport à ses supérieurs, car elle avait raté un objectif important. Jean a littéralement commencé à le supplier de ne pas faire ça, comme si elle laissait entendre qu'il pourrait parvenir à un accord. Yoon a continué à jouer et a déclaré que si elle l'aidait à atteindre son objectif, il la recommanderait au général. Cependant, son plan n'a pas fonctionné, puisqu'O a révélé qu'elle était la commandante en chef du département. Et le général était son père, après quoi elle a tordu la main du jeune homme, le gars a répondu qu'en fait il était un citoyen respectueux des lois. La dame extrêmement cruelle a quand même lâché sa main et a dit que si nécessaire, elle l'interrogerait certainement. Puis elle appela le soldat à la radio et lui demanda où était son moyen de transport, il trouva cela étrange, car elle aurait déjà dû ramasser le crâne du dieu de la guerre. Un subordonné lui a dit qu'une certaine fille avait fait semblant d'être elle et avait volé l'artefact, tout le monde pensait que c'était elle, O est devenu furieux. Abasourdi, Yoon courut vers le camion et la pressa de ne pas hésiter à rendre le crâne du dieu de la guerre, parce qu'il a en fait attaché un insecte au couvercle supérieur du sarcophage, et ils pourront ainsi déterminer son emplacement. Jean a immédiatement ordonné aux soldats par radio de préparer tout ce dont ils avaient besoin et a déclaré qu'elle partait à la recherche d'un artefact. Après être montée dans le camion, la jeune fille a de nouveau demandé au personnage principal qui il était. Le gars a répondu qu'il était étudiant à l'université Arborn et qu'il s'appelait Yoon. Puis, à l'aide de sa montre-bracelet innovante, il a constaté que la cible se trouvait sur le port, ce que O a signalé. L'insidieux gardien de la loi l'incite à attacher sa ceinture, car le voyage ne sera pas facile. Jean a envoyé les coordonnées à ses combattants, qui affrontaient déjà un grand nombre de bandits sur le port. Pendant ce temps, nos héros sont arrivés sur les lieux, la jeune fille a fait demi-tour et a freiné brusquement. Après quoi, elle a ordonné à Yoon de rester dans la voiture, pendant qu'elle sortait un pistolet et se lançait dans une fusillade. Il remarqua qu'elle était extrêmement sans cérémonie et incorrigible, et que ces personnes finissent généralement mal. Cependant, dès qu'elle a quitté le camion, ils ont commencé à lui tirer dessus, le type s'est accroupi dans la cabine. Un des soldats de Jin l'a salué et a couru pour signaler la situation. Le subordonné a déclaré que les bandits prétendaient être des gens de leur département. O a quand même réussi à toucher d'une balle le général Tiangong Takfu, qui ne s'y attendait clairement pas. Ses compatriotes commencèrent à s'inquiéter pour leur commandant, Yama, qui à son tour essuya le sang et poursuivit les échanges de tirs. Moto déclara qu'il mettrait en lambeaux celui qui oserait le blesser, le général était furieux. Tao s'est dépêché de le calmer pour qu'il n'oublie pas la tâche initiale. Après tout d'abord, ils ont promis au docteur Ren qu'ils termineraient la mission.
Cela signifie qu'ils doivent à tout prix livrer le crâne du dieu de la guerre à Sato. Le général Takfu, aigri, remarqua qu'à ce moment l'hélicoptère n'était pas encore arrivé. Il est donc temps de tuer ces escrocs et de s'amuser. Ce que Ran n'a soutenu en aucune façon, mais Yama, extrêmement fanatique, s'est quand même précipité dans la bataille et a commencé à tirer sur les employés du département des dragons. Après quoi il a commencé à tirer sur le camion, incitant Jean à le combattre de toutes les manières possibles. La jeune fille n'avait naturellement pas l'intention de sortir de derrière la couverture et a appelé les soldats à baisser également la tête. Après avoir attendu le bon moment, O a néanmoins sauté de derrière le camion et a riposté sur moto. En conséquence, Takf, enragé, s'est blessé à la main, mais il a continué courageusement à avancer. Au contraire, il semblait amusé par le fait qu'il faisait face à un adversaire de taille. Ran, à son tour, comprit parfaitement qu'en fait il agissait de manière imprudente. À ce moment-là, le général Yama s'est mis à couvert derrière l'un des conteneurs et a retiré la goupille de la grenade, lequel a ensuite été adressé directement au camion où se trouvait Jean. Cependant, Yoon est de nouveau arrivé à temps et a encore une fois sauvé la jeune fille, ce qu'il s'empressa de lui rappeler, pour que cela compte contre lui dans un avenir proche. Tao a vu le jeune homme et s'est figée sur place, elle a toujours scruté les traits de son visage et a trouvé une ressemblance frappante. Pendant ce temps, l'hélicoptère tant attendu est venu à leur secours et a largué la corde. Les bandits ont immédiatement attaché le sarcophage. Le général Moto a crié que le département des dragons avait eu beaucoup de chance cette fois. Jean, à son tour, ordonna aux soldats de se précipiter après eux et d'ouvrir le feu. Takfu l'a pris sous la menace d'une arme, mais Ran a réussi à lui frapper le bras avec son fouet. Ainsi, la balle a touché le sol à 1 centimètre du type effrayé. Yama ne comprit pas pourquoi elle avait fait ça. Tao répondit que le docteur Ren avait besoin de ce jeune homme vivant. Après quoi ils s'envolèrent, O en colère se rendit compte qu'elle avait encore raté sa cible. Puis, de manière inattendue, elle a mis le personnage principal à genoux et a mis ses mains sur son dos pour le menotter. Jin a déclaré que Yoon avait été arrêté et qu'elle découvrirait certainement comment il était lié au criminel. Pendant ce temps, le général Moto et Ran livrèrent le sarcophage tant attendu au professeur. Le médecin, fou de joie, s'est précipité vers lui avec fanatisme et lui a dit qu'il devait l'ouvrir de toute urgence. Yama a noté que c'était dangereux et qu'il fallait être prudent. Ren a répondu que l'énergie en lui avait déjà été libérée et qu'il ne représentait désormais aucune menace, ajoutant que le gars qu'il a ouvert en premier n'a tout simplement pas eu de chance, car il vient d'absorber le pouvoir magique du sarcophage. Après quoi le médecin déplaça très soigneusement le couvercle supérieur, la lumière s'échappait du sarcophage. Tao s'est couverte de sa main au cas où et a dit que ses sensations lui étaient familières. Ren, à son tour, sortit le crâne du dieu de la guerre et fut heureux comme un enfant. Le professeur croyait naïvement qu'il surpasserait bientôt Zhu Yongzhu lui-même. À ce moment-là, le chef insidieux du département des dragons l'a interrogé, le pressant de dire la vérité. Le gars n'arrêtait pas de dire qu'il était étudiant à l'université Arborn et qu'elle pourrait se renseigner auprès du professeur Zhu. Huo a noté que la première personne de la communauté archéologique de Yongzhu n'a jamais eu d'élève. Et s'il s'avère que Yoon lui ment à nouveau, il passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Naturellement, le personnage principal a accepté et a répété qu'il ne lui mentait pas. Le lendemain, Jean a menotté le jeune homme et ils se sont rendus à l'institut. Il lui a demandé sincèrement d'enlever les menottes, car d'autres pourraient mal les comprendre. À ce moment-là, l'un des étudiants l'a reconnu de manière inattendue et a interpellé joyeusement l'adolescent. La jeune fille a couru vers lui et l'a invité à dîner chez elle, où ils ont pu regarder un film. Mais Yoon s'est empressé de l'informer qu'il est désormais très occupé par un travail important et qu'il ne pourra pas lui rendre visite. La jeune femme bouleversée a demandé avec indignation pourquoi cette fille était meilleure qu'elle et a montré au. Jean, à son tour, décide de résoudre le problème et, montrant son insigne, déclare qu'elle appartient à la police. La dame a disparu instantanément et a dit que la prochaine fois, il ne s'en sortirait certainement pas. Il a décidé de profiter du moment et a déclaré qu'elle était convaincue de son identité et qu'elle pouvait retirer les menottes. Cependant, O n'est pas tombé dans le piège et a répondu qu'il aurait pu le planifier à l'avance. Puis, en s'approchant de la porte du professeur Yongzhu, le gars a dit « Maintenant elle comprendra qu'il lui disait la vérité ». Mais un étudiant en larmes est sorti en courant et a demandé s'ils étaient vraiment venus aux funérailles de Zhu. Le protagoniste choqué a repoussé l'adolescent et s'est précipité dans le bureau. Là où il a vu le cercueil de son mentor, l'étudiant a dit qu'il avait eu une crise cardiaque. Yoon s'est soudainement senti malade et s'est assis par terre. Après quoi, lui-même s'est mis à sangloter amèrement, il ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Après un certain temps, les funérailles eurent lieu, il dit tranquillement à Yuji qu'il avait trouvé le tombeau du dieu de la guerre. À ce moment-là, O a rapporté qu'elle avait reçu des informations confirmant son identité et que de fortes pluies ont commencé à tomber. La jeune fille a ajouté qu'il ne pouvait pas retenir ses émotions, elle a présenté ses condoléances d'une manière extrêmement absurde. Yoon n'a pas pu le supporter et l'a repoussé, disant que si elle n'avait pas été aussi garce et ne l'avait pas cru en premier lieu, rien ne serait arrivé. Et ce n'est qu'à cause de ses méthodes incompréhensibles qu'il n'est pas revenu à temps. Après quoi il s'est effondré à nouveau au sol et s'est mis à sangloter comme un enfant.
Jean a décidé de ne pas toucher le gars à un tel moment. Soudain, l'un des étudiants a donné le journal du professeur au jeune homme et a dit que Zhou lui avait demandé de lui donner les notes. En ouvrant le cahier, il lut que s'il avait le journal, cela signifiait qu'il était déjà mort. Il demanda à son élève de poursuivre son travail, car même sans crâne, le professeur était capable de prouver que le dieu de la guerre était un homme. Yoon tourna son regard triste vers la pierre tombale de Zhou et dit à haute voix qu'il avait toujours eu raison dans ses théories. Jean, curieux, a demandé à l'adolescente de lui donner le journal à réviser. Cependant, le personnage principal s'y est opposé et a vivement critiqué le cahier du professeur. Puis il la regarda d'un air menaçant et lui dit que désormais cela lui appartenait. Méo a déclaré que son journal pourrait aider le pays et qu'il devrait donc lui donner le livre. Leur débat fut interrompu par le docteur Ren, qui commença à dire qu'il était vraiment désolé d'avoir perdu son ami Yongzhu. Après tout, personne d'autre ne pouvait égaler ses connaissances en archéologie. Yoon, aigri, a dit d'un ton menaçant qu'il ne le connaissait pas et qu'il valait mieux qu'il parte d'ici. Le professeur a vu le journal de Zhou entre les mains du gars et a supposé que le jeune homme était son héritier. Le personnage principal a de nouveau réitéré sa demande, continuant à chasser l'inconnu. À ce moment-là, Jean remarqua de manière inattendue que le médecin devrait encore rester, parce qu'il est soupçonné d'avoir volé des biens nationaux et qu'il devrait donc être arrêté. Soudain, Tao a attaqué O et a appelé Ren à quitter les lieux immédiatement. Le chef du département des dragons a regardé la jeune fille de plus près et a dit que c'était elle qui était dans la tombe. Ran a réfuté ses suppositions et a répondu que c'était la première fois qu'elle la voyait, après quoi elle a sorti son fouet. Jean, à son tour, lui retira les menottes et la pressa de se rendre de manière très convaincante. À ce moment-là, Yoon s'est tenu entre eux et a déclaré qu'il n'avait pas le droit d'organiser quelque chose comme ça près de la tombe du professeur. La jeune fille l'a repoussé et a déclaré qu'il interférait désormais avec ses fonctions officielles. Soudain, le gars rencontra le regard de Tao et ils se regardèrent à nouveau. L'adolescent commença soudain à voir double, sa conscience s'embruma. En conséquence, il a perdu connaissance et est tombé au sol, O a réussi à le rattraper. Tandis que Ran s'écartait brusquement et commençait à fouiller dans ses souvenirs. La jeune femme pensait constamment à son général, à qui ce jeune homme ressemblait beaucoup. Le guerrier était un commandant extrêmement courageux et n'avait jamais peur de la mort, il était toujours l'un des premiers à s'engager dans la bataille avec l'ennemi. Et il l'emportait presque toujours sur l'ennemi, le général était un dirigeant véritablement légendaire. Une fois, il a détruit une armée entière pour la sauver de la captivité des voleurs. Tao a couru joyeusement vers son sauveur bien-aimé, anticipant la liberté tant attendue. Et les larmes aux yeux, elle se précipita dans ses bras, le souverain était également heureux qu'elle soit en vie. Le général a toujours dit qu'il ne laisserait jamais personne lui faire du mal, car il la suivait partout. Ran ne s'attendait pas à ce qu'il marche plus de 800 000 pour elle et qu'ils se reverraient. Le commandant lui a dit que personne ne pourrait jamais les séparer et qu'il la protégerait toujours. Il semblait que c'était un rêve et non la réalité, soudain ils furent attirés l'un par l'autre. À ce moment, le personnage principal, allongé sur le canapé, tendit les lèvres, Jean commença à le réveiller. Il se réveilla et réalisa avec amertume qu'en fait c'était encore un rêve. O lui a demandé si Yoon se souvenait de ce qui lui était arrivé avant d'entrer à l'université. Le jeune homme y réfléchit et réalisa qu'il ne se souvenait vraiment pas de cette période de sa vie dont il avait parlé à la jeune fille. Le chef du département a déclaré avoir découvert dans la base de données qu'il était un employé de leur organisation. L'adolescent a commencé à dire que cela ne pouvait pas être le cas et que leur base avait apparemment échoué. Jean est allé à la fenêtre et a dit que leur base secrète ne fait jamais d'erreur et que cette affaire ne fait pas exception. De plus, les caméras de l'institut ont repéré un détail extrêmement intéressant. Il n'y a pas longtemps, Tao était dans sa chambre, le gars a littéralement changé de visage. Il s'est dirigé vers la fenêtre et s'est assuré qu'elle était fermée, ce qui signifiait que cela ne pouvait pas arriver. Puis le jeune homme s'assit sur le lit et dit qu'il ne comprendrait pas lui-même pourquoi le visage de Ran lui semblait familier. Soudain, il s'est levé et a dit qu'il avait fait un rêve étrange avec sa participation. O fut surpris et le pressa de parler de ce rêve incompréhensible. Yoon a rapporté que dans son rêve, il avait parcouru plusieurs centaines de kilomètres en combattant des bandits pour la sauver. Après avoir écouté son histoire, la jeune fille a saisi les menottes et, perplexe, il lui a demandé ce qu'elle faisait. Jean a souri et a déclaré qu'elle voulait juste le ramener dans leur équipe et peut-être qu'il se souviendrait bientôt de tout. Après quoi, elle l'a de nouveau menotté et lui a dit qu'il était en état d'arrestation. Le jeune homme, à son tour, lui a demandé si elle en avait marre de faire ça constamment. Le lendemain, Yoon s'est rendu à la résidence de l'organisation des dragons, où il a été informé qu'il avait un numéro de code. Le père de Jean a déclaré que lors de sa formation, le gars avait reçu le titre d'excellent élève. Mais malheureusement, il a soudainement abandonné l'école sans rien expliquer, comme l'a mentionné Guayao. Le personnage principal a déclaré que, pour une raison quelconque, il ne se souvient pas de tout cela et que même les lieux ne lui sont pas familiers. De plus, il était absolument sûr de les voir tous pour la première fois de sa vie. Le général lui lança les comptes et l'invita à vérifier personnellement le contraire. Après avoir ouvert le livre, il a été choqué, car il contenait en réalité ses données personnelles avec une photographie.
Yoon ne comprenait pas comment cela pouvait se produire et ce qui lui arrivait réellement. Guayao voulait également comprendre ce qui était arrivé à la mémoire du jeune homme. Et pourquoi l'un des meilleurs soldats quitte soudainement le service et part dans l'inconnu, le jeune homme a un violent mal de tête. De plus, après 10 ans d'études à l'université, il n'a jamais obtenu son diplôme, le général lui a demandé comment cela s'était passé. Le personnage principal a répondu qu'il passait la plupart de son temps à aider le professeur dans ses recherches et qu'il n'avait nulle part où aller. De manière inattendue, Huo a annoncé que la tombe de Zhu était vide, il a littéralement changé de visage. Il a demandé comment cela était possible, Guayao a répondu que Yongji avait collaboré avec leur organisation. Le professeur était leur consultant principal et il ne voudrait pas douter de lui. Par conséquent, il soupçonne Tiagong, qui était présent aux funérailles du professeur, d'avoir réussi à récupérer le crâne du dieu de la guerre. Yoon, aigri, a déclaré qu'il ne leur permettrait pas d'utiliser son mentor. Le général appréciait l'attitude du jeune soldat et remarqua que le sang coulait encore dans ses veines. Après quoi, Oh a montré une photo de Tao et a déclaré qu'il n'avait aucune preuve pour l'arrêter et qu'ils étaient au courant de leur relation. Guayao posa alors sa main sur l'épaule de He et l'invita à rejoindre à nouveau leur rang. En effet, dans ce cas, il pourra aller au fond de la vérité et même influencer l'issue. Le gars a décidé de rejoindre leur organisation, ce qu'il a salué et annoncé. Le général s'empressa d'informer le nouveau soldat qu'il travaillerait avec Jean, ce dont le jeune homme n'était pas très content, puisqu'il devrait à nouveau endurer son caractère intolérable. À ce moment-là, Oh et Puklia entrèrent dans la pièce et se dirigèrent vers le patron. Guayao a dit à sa fille qu'il lui laissait l'adolescente et espérait vraiment leur coopération fructueuse. De manière inattendue, Puklia a manifesté le désir de rejoindre également l'équipe. Après tout, Tiagonga a emmené sa famille pour ces terribles expériences et il veut se venger d'eux. Le général, à son tour, lui a permis de concrétiser sa vendetta, affirmant que justice devait être rendue à tout le monde. Après quoi Oh soupira lourdement et dit qu'il comptait beaucoup sur eux. L'équipe nouvellement constituée l'a salué et lui a assuré que tout se passerait de la meilleure façon possible. Tout d'abord, il voulait retrouver la mémoire et tout comprendre afin de punir ceux qui étaient impliqués dans la mort du professeur. Après un certain temps, Yoon se rendit à la bibliothèque de Zhu, où il commença à étudier ses notes. Le jeune homme voulait trouver au moins un indice auprès de Yongji sur le crâne du dieu de la guerre. Waddles s'est approché de Yoon et lui a dit qu'il n'aurait jamais été capable de gérer cette pile de livres. Jean a commencé à presser l'adolescent de toutes les manières possibles et à lui demander s'il avait trouvé quelque chose. Le personnage principal l'a exhorté à ne pas parler du grand archéologue Zhu sur un tel ton devant lui. Oh a saisi les menottes et a dit que s'il se comportait mal, elle l'arrêterait de nouveau. En parcourant les livres, il a répondu qu'il ne voulait pas attraper sa garce. Waddles leur a demandé de se calmer et de se concentrer sur leur travail, sinon ils ne réussiraient pas. Au bout d'un long moment, Jean perdait tout espoir. Cependant, Yoon a crié qu'il avait trouvé les informations nécessaires. La jeune fille a immédiatement demandé de quoi il parlait exactement. Il a déclaré que des os de mains similaires avaient déjà été excavés et qu'un appareil avait été utilisé pour en extraire de l'énergie. Situé à Dubaï, Oh a déclaré qu'il devait absolument y aller pour ne pas avoir le temps de s'échapper. Pendant ce temps, le médecin continuait à mener ses folles expériences. Cependant, il n'a jamais pu atteindre le résultat souhaité, ce qui n'a fait que rendre Ren encore plus furieux. Il était ennuyé par le fait qu'il ne pouvait pas surpasser Feu Yongji. Tao a noté que Zhu avait consacré toute sa vie à cette recherche et qu'il ne réussirait donc pas si tôt. Le médecin lui a conseillé de ne pas être intelligente, car il connaissait le professeur mieux qu'elle. De manière inattendue, Ren a découvert que cette installation pouvait extraire de l'énergie d'os inhabituelle. Il se réjouissait comme un enfant, croyant naïvement que cette fois il serait capable de surpasser Yongji. Ran a remarqué qu'il ne lui restait que 3 mois pour tout faire correctement. Puisqu'il ne doit pas laisser tomber le médecin, sinon il sait ce qui va lui arriver. Ren n'a pas aimé le ton de Tao et a dit qu'il pourrait se débrouiller sans cet appareil. La jeune fille a remarqué que dans ce cas, il fallait le supprimer car il prend trop de place. Ajoutant qu'il devrait se dépêcher et partir pour Dubaï le plus tôt possible. Après quoi elle est partie avec le général Takfu, le médecin ne s'est occupé d'elle qu'avec mécontentement. Il était extrêmement ennuyé par le fait que la fille arrogante ait décidé de jouer avec lui. Après un certain temps, lui, Waddles et Jin se sont envolés en hélicoptère jusqu'au site d'atterrissage d'un luxueux bâtiment sur l'eau. Après quoi ils se sont dépêchés de se rendre chez les gens qui les rencontraient à Dubaï. Un arabe extrêmement sympathique les salua avec un sourire amical. Le personnage principal a remarqué qu'ils étaient à leur tour pleins d'enthousiasme et les a également salués. Cependant, l'homme passa devant lui comme s'il ne l'avait pas remarqué et se dirigea vers Huo. Cependant, après avoir commencé à la complimenter, Jean, comme toujours, n'était pas poli. La jeune fille pressa immédiatement son genou contre le ventre de l'arabe et l'exhorta à ne pas trop s'approcher d'elle. Le cheikh perplexe a noté qu'il ne s'agissait que d'hospitalité et qu'elle devait respecter leur culture. La dame, extrêmement mal élevée, l'a repoussé et lui a répondu que nous ne parlions d'aucune culture. L'homme a dit que, pour une raison inconnue, elle était trop froide envers lui. Yoon a demandé à Waddles qui il était, le gars a répondu qu'il était un roi nommé Karl et un jour, Oh l'a arrêté pour avoir revendu des artefacts.
Jean a eu recours à son astuce traditionnelle et a sorti les menottes et a commencé à les agiter devant le visage de l'arabe. Le cheikh a immédiatement déclaré qu'elle l'avait mal compris et la jeune fille l'a exhorté à aller droit au but. Karl a souri et a déclaré que tout mot qu'elle prononçait était une loi pour lui et leur a demandé de le suivre. Après quoi il les conduisit dans une chambre luxueuse et déclara que cette chambre avait été préparée spécialement pour eux. En ajoutant que cette pièce devait être à leur goût, la pièce avait vraiment l'air riche. Il fut émerveillé par la beauté de l'intérieur, dont il commença à parler avec admiration. Karl s'est assis sur le canapé et les a encouragés à s'installer et à se sentir chez eux. Satisfait, Youn tomba littéralement sur le canapé moelleux et remarqua qu'il était beaucoup plus confortable ici que dans l'hélicoptère. L'arabe est allé droit au but et a déclaré qu'il était capable de localiser l'appareil dont ils avaient besoin. Il a montré la serrure du propriétaire Inco sur l'écran et a déclaré qu'il y avait une sécurité 24 heures sur 24 et qu'il y avait aussi un dispositif infrarouge. Inco lui-même adore danser et ne le cache pas, en plus il est afro-américain. Et seules les belles filles peuvent visiter son château. À ce moment-là Karl regarda haut et sourit. Il était extrêmement surpris que Jin fasse une telle chose et séduise ce personnage. Après quoi nos héros ont changé de vêtements et ont commencé à inspecter le territoire du château, mais ils n'ont jamais trouvé les gardes. Waddles était mécontent de devoir porter ses smokings inconfortables. La jeune fille a remarqué qu'elle-même n'était pas ravie de cette robe, mais si le plan ne fonctionnait pas, elle devrait alors recourir à une robe de rechange. Youn et le gars étaient naturellement d'accord avec le capitaine, notant son attrait. Soudain, O leur saisit la tête et les exhorta à prendre cette tâche au sérieux. Les gars ont commencé à plaisanter, ce qui n'a pas plu à la jeune femme, qui leur a ordonné de se mettre au travail. À ce moment-là, Waddles leur a demandé d'attendre et a commencé à fouiller dans son sac. Puis il a sorti des lunettes innovantes, affirmant qu'il s'agissait actuellement de l'appareil le plus high-tech. Le personnage principal a souligné qu'il s'agissait d'un appareil vraiment intelligent pour une telle mission. À l'aide de lunettes, ils ont vu à quel point le château était protégé, il y avait des capteurs de sécurité littéralement dans tout le bâtiment. Jean a assuré au jeune homme qu'un tel système de sécurité a toujours un point faible. Puis elle désigna l'une des tours du château, où se trouvait l'alimentation électrique de tous les systèmes de sécurité. Waddles a immédiatement sorti un fusil de sniper et a tiré sur la source d'alimentation. En conséquence, l'ensemble du système s'est vraiment effondré et les capteurs ont mal fonctionné. Le soldat soupira de soulagement, car il comprit que s'il avait manqué, la mission aurait été un échec. Le capitaine Huo a alors ordonné à l'équipage de se diriger immédiatement vers l'intérieur du château. Là où leur présence était déjà connue d'Inco, il attendait avec impatience de rencontrer les perturbateurs de sa paix. Les os de sa main étaient visibles comme s'ils avaient été radiographiés, le gars était enthousiasmé par le plaisir à venir. Pendant ce temps, l'équipe dirigée par Jin s'approchait d'un immense bâtiment. Youn remarqua que tout se passait trop bien. La jeune fille a également trouvé cela étrange, mais elle a quand même ordonné au jeune homme de ne pas aggraver la situation. Cependant, le personnage principal était inquiet, ce dont il continuait à parler sans relâche. O a déclaré qu'elle comprenait sa paranoïa puisqu'il s'agissait de sa première mission. À ce moment-là, une énorme main d'eau s'éleva du lac et se dirigea vers eux. Mais il a quand même réussi à repousser la jeune fille au dernier moment, la sauvant ainsi une fois de plus. Waddles commença instantanément à tirer sur la main d'eau magique, mais ne parvint pas à lui causer de dégâts. L'adolescent a saisi son arme et l'a abaissée, affirmant qu'elle ne servait à rien. Parce que c'est quelque chose comme le crâne du dieu de la guerre et que les armes à feu ne lui feront pas de mal. Jean demande si c'est de la même main dont il parle. Le jeune homme répond positivement. Il semblait vraiment très étrange à O, car il n'y a pas si longtemps, Youn était capable d'entrer seul dans la tombe. À ce moment-là, le gars croisa les doigts d'une manière caractéristique et marmonna quelque chose dans sa barbe. Un instant plus tard, un cercle doré magique apparut. Waddles et Jean furent surpris par ses compétences. L'adolescent a dit avec assurance qu'il s'agissait d'une technique de scellement Feng Shui. Après quoi il tomba à genoux et posa ses paumes sur le sol, après quoi des lignes magiques apparurent. Après quelques secondes, la main d'eau fut placée dans le cylindre magique doré. Et puis cela s'est complètement transformé en une petite flaque d'eau, éliminant ainsi la menace. La jeune fille lui a soudainement giflé la tête et lui a demandé d'un ton menaçant pourquoi il n'avait pas utilisé ses capacités auparavant. Youn lui a posé une contre-question, n'avait-elle pas déjà rencontré quelque chose comme ça auparavant? O a décidé de rappeler le but de la mission dont ils avaient besoin pour arrêter Tiagonga et restituer le crâne de guerre. À ce moment-là, Inco a regardé par la fenêtre et a vu ses invités non invités. Il ne s'attendait pas à rencontrer un maître du Feng Shui. L'homme s'est rendu compte qu'il devait les prendre plus au sérieux et qu'il ne devait pas sous-estimer l'ennemi. Karl commença à assurer à Inco qu'il n'était là que pour prendre le crâne de guerre. Il a décidé de faire des concessions, car c'est grâce à l'arabe qu'il a pu se procurer un pinceau magique. Quelques secondes plus tard, l'entrée principale s'est soudainement ouverte devant l'équipe UO. Les soldats, extrêmement surpris, pénétrèrent prudemment à l'intérieur du château d'Inco et regardèrent autour d'eux, réalisant que ce n'était pas le cas. Jin décida de découvrir ce que le jeune homme utilisait pour sceller la main d'eau. Il a répondu qu'il s'agissait d'une technique Feng Shui composée de 5 éléments. À ce moment-là,
Il s'est surpris à penser qu'il n'avait jamais étudié cette compétence auparavant, mais en même temps il le savait. Yoon les a exhortés à être sur leur garde, car ce château pourrait cacher de nombreux secrets. Soudain, Inko sortit à leur rencontre et leur dit qu'il n'attendait pas d'inviter si tôt. Après quoi il leur demanda de lui pardonner son impolitesse et eut un sourire malicieux. Cependant, il a exhorté tout le monde à ne pas l'approcher, car une énergie suspecte émanait de sa main. L'homme a remarqué que la main était assez difficile à implanter dans le bras. Puis il les a appelés à continuer à s'amuser et à attaquer avec des éclairs magiques. Le personnage principal s'est une fois de plus précipité pour utiliser sa technique du Feng Shui. En conséquence, il a bloqué assez douloureusement le coup d'Inko, sûr de lui. Oh, d'une manière inhabituelle, s'est inquiété pour Yoon et lui a pris la main avec beaucoup de précaution. Après quoi, l'homme étrange les a exhortés à entrer dans le salon et à se sentir chez eux. Surpris, il remarqua qu'ils faisaient preuve d'hospitalité d'une manière très étrange. En entrant à l'intérieur, Oh a vu d'anciens artefacts de Huacasia sous la forme de grandes statues. Inko a demandé au gars s'il était vraiment un maître du Feng Shui, puisque cette technique était plus forte que son pinceau magique. À ce moment, le chef du département des dragons a soudainement sorti un pistolet et l'a pointé sur lui. Elle a ensuite déclaré qu'il avait été arrêté et accusé de vol de reliques culturelles. Inko leva les mains et dit qu'il la considérait comme son invité venu à son bal. Yoon a baissé son arme et a déclaré que les armes à feu ne fonctionneraient pas contre lui. De plus, sa main est capable de contrôler toutes sortes d'éléments et les balles ne lui feront pas de mal. Le propriétaire du château a ri et a dit que ce jeune homme était extrêmement intelligent. Et il leur demanda d'attendre le crâne du dieu de la guerre. Jean ne comprenait pas comment il pouvait savoir cela. Ajoutant qu'il ne pouvait pas attendre ce moment, l'équipe UO a pensé que c'était étrange. À ce moment-là, Karl descendit les escaliers et salua les invités. Après quoi le personnage principal et Puklia ont quitté le bureau et sont allés directement au bal. Il a dit que c'était en vain de les laisser tranquilles. Pendant ce temps, Jean pressait l'arabe contre le mur et lui demandait s'il avait décidé de la trahir. Karl, à son tour, a déclaré qu'il ne l'avait pas trahi et qu'elle avait tout mal compris. Oh a soudainement frappé, mais a heurté le mur, le gars a réussi à esquiver. La jeune fille en colère a demandé la vérité, l'arabe effrayé a dit qu'Inko l'avait forcé. La dame en colère a dit que s'il lui mentait, elle le renverrait en prison. De façon inattendue, l'homme a admis que lorsqu'elle l'avait arrêté pour la première fois, il était tombé amoureux d'elle. La jeune fille ne s'y attendait pas et lui a ordonné de ne pas dire de telles choses. Karl a dit que, comme elle le sait déjà, il collectionne des artefacts. Sans écouter la fin, la jeune femme déséquilibrée l'attrapa à nouveau et lui dit que ce n'était pas une raison pour la trahir. Le gars lui a demandé de finir qu'Inko est son précieux client et a accidentellement vu des informations sur l'appareil. Ce jour-là, il regardait des diamants et voulait les acheter, car il avait toujours envie de ce genre de choses. À ce moment-là, Karl regardait simplement cet appareil, le gars lui a demandé s'il avait un produit unique. Par exemple, quelque chose de similaire à une main magique, ou quelque chose de similaire. Mais l'arabe a répondu qu'il n'avait rien de tel maintenant et que si cela apparaissait, il serait le premier à le savoir. Inko a vu quel livre il feuilletait et a déclaré que cet appareil était destiné à des artefacts inhabituels. Après quoi il l'a poussé, le gars est tombé au sol et a dit que c'était pour le crâne du dieu de la guerre. Oh était furieux, car en fait c'est lui qui lui avait parlé de la voiture, car lui répondit qu'il n'avait pas le choix. En entendant du bruit, Inko a demandé ce qui se passait là-bas, Yoon a souri et a dit « Jin pratique ses techniques ». Un instant plus tard, un arabe affolé est sorti en courant et a commencé à demander de l'aide. L'homme lui a demandé de se dépêcher et de prendre place pour ne pas rater le spectacle. Un haut en colère est sorti après lui et a dit que Karl avait tout dit à Inko. Le personnage principal a soupiré profondément et a déclaré que ce ne serait pas facile d'y parvenir. À ce moment-là, le propriétaire du château emmena l'arabe dans la pièce et le pressa contre le mur, lui demandant pourquoi le crâne ne lui avait pas encore été apporté. Karl, effrayé, commença à dire que cela ne dépendait pas de lui, mais de ses gens. Puis il dit qu'elle avait un autre trésor pour se consoler, après quoi il mit la main dans sa poche. Et il a sorti un gant en disant qu'il l'avait trouvé à côté de sa main. Naturellement Inko s'est intéressé. L'homme lui arracha aussitôt le gant des mains et dit nerveusement qu'il lui appartenait désormais. En l'enfilant, il déclara qu'il ressentait déjà son pouvoir, Karl remarqua qu'il avait été créé pour le propriétaire d'un pinceau magique. Après quoi il a commencé à se montrer et à dire que ce gant est vraiment magnifique. Cependant, un instant plus tard, Inko ressentit une douleur sauvage dans la main, le gant lui serra littéralement la main. À ce moment-là, il s'est effondré sur le sol et a dit qu'il allait le tuer, l'arabe a seulement souri en réponse. Puis il a dit que ce gant servait d'isolant et que maintenant il ressentirait pleinement sa puissance. Ajoutant qu'il n'était que son rat de laboratoire, soudain Karl lui marcha sur la main, la douleur devint insupportable. Le cheik a sorti un couteau tout à fait calmement et a déclaré qu'en fait ce pinceau n'appartenait qu'à lui. Inko l'a supplié de ne pas faire cela, mais l'arabe lui a coupé la main de sang-froid. Karl termina le travail et, s'asseyant sur le canapé, il remarqua qu'il avait oublié qu'il avait rendu si puissant. Après quoi, il ôta son gant et fit tournoyer la brosse magique dans ses mains, réalisant qu'il en était désormais le seul propriétaire.
Le cheik s'est approché du tableau et l'a déplacé, révélant derrière lui un coffre-fort, qui lui appartenait également il n'y a pas si longtemps. Après avoir regardé autour de lui et s'être assuré qu'il n'y avait personne à proximité, il tapa le mot de passe. À la suite de quoi une pièce secrète s'est ouverte devant lui, Karl s'est précipité vers son sort. Il croyait naïvement que le monde tomberait à ses pieds et que désormais la vie changerait radicalement, et l'inapprochable Jean deviendra sa fidèle épouse, dont l'arabe rêve depuis si longtemps, alors que l'installation qu'il recherchait était en réalité sous leur nez. Le cheik, désemparé, plaça précipitamment la brosse dans l'appareil approprié. Puis, rassemblant ses pensées, il sortit un couteau et retroussa la manche de sa main gauche. Après quoi il s'est coupé un membre extrêmement douloureusement, le processus n'a pas été facile. Et après quelques secondes, Karl a mis sa main dans la voiture, la douleur lui a transpercé le corps. À ce moment-là, une explosion s'est produite et l'une des parois métalliques s'est déformée. Il s'est avéré que Takfu a creusé un tunnel de l'autre côté et a tiré un lance-roquettes sur le mur. Cependant, il n'a jamais obtenu le résultat escompté, ce qui l'a laissé extrêmement déçu. Le général Yama a contacté Tao et lui a signalé qu'il avait atteint un mur métallique et que leur cible pourrait se trouver derrière. La jeune fille répondit qu'à leur tour, ils avaient réussi à pénétrer dans le château. Pendant ce temps, le bal battait son plein, Oe, dansant, ordonnèrent au jeune homme de ne pas regarder en direction du médecin. Ran a exhorté Moto à continuer d'attaquer le mur jusqu'à ce qu'il trouve l'entrée. Naturellement, Takfu a continué à tirer des missiles sur la barrière métallique. Il semblait que tout le château tremblait, Karl devint nerveux et commença à ajuster mentalement l'appareil. Yoon entendit un rugissement et supposa qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, Jean était sûr du contraire. Puis j'ai vu le docteur Ren et Tao se dépêcher de quitter le banquet. On dit nerveusement qu'ils devaient les arrêter et restituer le crâne du dieu de la guerre. Ran et le médecin sont entrés dans la chambre d'Inko et l'ont trouvé mort, la main coupée. La jeune fille a immédiatement contacté Moto et lui a ordonné d'arrêter de tirer sur le mur car ils avaient trouvé l'entrée. Oh et le personnage principal ont couru après eux, qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi la main du mort Inko avait été coupée. Voyant l'entrée de la pièce secrète, ils se précipitèrent à l'intérieur, Jean comprit que c'était l'œuvre de Tiagong. À cette époque, le général Yama refusa de se conformer à la demande de Ran et déclara qu'il ne reculerait jamais. Après quoi, il a de nouveau continué à tirer avec le lance-roquettes sur la paroi métallique. Karl, à son tour, n'a pas pu achever le processus de fusion de la main d'Inko avec son bras. Même s'il était bien conscient qu'il lui restait très peu de temps pour terminer l'opération. Il se répétait fanatiquement que bientôt ce monde connaîtrait son véritable pouvoir et qu'il ne pouvait en être autrement. Cependant, après quelques secondes, Moto était toujours capable de faire un trou dans le mur, ce qui le rendait ravi. L'arabe, quant à lui, venait de terminer avec succès le processus d'épissage et était prêt à rencontrer les invités non invités. À l'aide de son pinceau magique, il a littéralement projeté des morceaux de mur dans le trou et a coupé la joue de Takfu. Ainsi, il fut capable de lui faire un peu de mal. Yama devint extrêmement curieux de regarder l'homme courageux. Le général, avec le crâne du dieu de la guerre à la main, entra dans la pièce et sortit son épée. Karl, sûr de lui, a déclaré qu'il ne pouvait pas le vaincre et a commencé à utiliser ses nouvelles capacités. Moto fut surpris lorsqu'il découvrit qu'il possédait un pinceau magique dont le pouvoir était similaire à celui du dieu de la guerre. À un certain moment, l'arabe tendit la paume, et le général resta suspendu en l'air, incapable de bouger. Mais juste un instant plus tard, il réussit inexplicablement à se retourner et à frapper la main du cheik. Après quoi il s'est dépêché d'achever Karl, remarquant que sa confiance en lui s'était instantanément évaporée. Avec difficulté, l'arabe a réussi à esquiver l'attaque, il a compris qu'en fait le processus ne s'était pas déroulé correctement. De plus, la douleur infernale dans ma main rendait impossible l'utilisation de mes compétences. À ce propos, il commença à s'enfuir précipitamment vers le trou pratiqué dans le mur. Et il a même réussi, à l'aide d'un pinceau magique, à barricader le passage vers le tunnel derrière lui avec des fragments de mur. Puis il se précipita pour quitter cet endroit afin de finir bientôt de fusionner sa main avec son corps. Takfu ne pouvait pas croire que Karl soit capable de contrôler le métal. À ce moment-là, Tao est entré dans le laboratoire avec le médecin et a demandé ce qui s'était passé. Yama a dit que le gars avec la brosse s'était enfui. Ren, à son tour, a attiré l'attention sur l'installation moléculaire et a déclaré avec joie qu'il terminerait certainement l'étude avec elle. Après quoi il se dépêcha de lui donner le crâne du dieu de la guerre, le général prit la valise de ses épaules et se dirigea vers le médecin. Takfu ne pouvait toujours pas s'empêcher de parler de la magie de l'arabe, qui pouvait même contrôler son épée. Ren a demandé plus de détails sur ce qu'il faisait exactement lorsqu'il exécutait ses techniques. Yama, perplexe, déclara qu'il avait levé sa paume et qu'il y avait une étrange lueur dessus. Le médecin réalisa qu'il avait la force de sa main, car c'était la seule façon d'expliquer ce qui s'était passé. Ajoutant qu'il ne peut toujours pas se comparer à la puissance du War God Skull. À ce moment-là, le professeur sortit l'artefact et le transporta vers le dispositif moléculaire. Cependant, après quelques secondes, O et Hermé ont couru dans la pièce, la jeune fille a signalé qu'ils avaient tous été arrêtés. Ren, désemparé,
a même mis le crâne dans la voiture sous la menace d'une arme et a déclaré que personne ne pouvait l'arrêter. Soudain, la pièce commença à se remplir de fumée émanant de cette même installation. Une fois le brouillard dissipé, Takfu se précipita vers Jean et déclara que c'était elle qui lui avait tiré dessus au port. La jeune fille a immédiatement ouvert le feu sur lui, mais n'a pas pu le toucher. Yama a littéralement esquivé les balles. Puis il s'approcha d'elle et lui fit tomber le pistolet des mains. Oh fut étonné de sa dextérité. Jean, à son tour, réalisa qu'elle devrait le combattre au corps à corps. Où le général était également très bon, ce qu'elle dit avec surprise. Pendant la bataille, le capitaine du département des dragons a crié à et d'essayer de retirer le crâne de la machine. Cependant, à ce moment-là, le fouet de Tao toucha le sol juste devant lui. Yoon réussit à reculer. Ran ne s'attendait pas à revoir l'adolescent, réalisant qu'il ne réalisait pas le véritable pouvoir du crâne. Le personnage principal l'a appelé pour qu'elle se retire et a déclaré qu'il lui avait fait un lavage de cerveau. La jeune femme fut surprise et lui demanda de quoi il parlait. Elle pensait que le gars essayait juste de lui parler. Mais le jeune homme a continué à insister sur le fait qu'en fait, ils ont effacé sa mémoire, car elle ne se souvient pas des 10 dernières années de sa vie. La jeune fille ne l'a pas écouté et l'a encore frappé avec le fouet, déclarant qu'elle était membre de l'organisation depuis longtemps. Il s'empressa de lui dire qu'il avait vu ses documents d'inscription à l'Institut Harborne, il y a 10 ans. Tao, amère, refusa de le croire et continua à manier habilement son fouet. En conséquence, elle a littéralement commencé à le battre, ne lui donnant pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Voyant ce qui se passait, Oh a exhorté Yoon à utiliser sa fameuse technique. En esquivant, le gars a remarqué que la capacité du Feng Shui ne fonctionne que pour le surnaturel. Ainsi, Jean fut distrait et manqua un coup d'une moto plutôt forte. Le médecin, quant à lui, ne comprenait toujours pas ce qui n'allait pas et pourquoi l'appareil ne fonctionnait pas. Une seconde plus tard, l'installation moléculaire commença à exploser et Ren devint nerveux. Réalisant qu'une explosion était sur le point de se produire, il attrapa Ran et sauta sur le côté avec elle. Un instant plus tard, l'appareil a explosé, il semblait que tout était perdu. Takfu a réussi à attraper le professeur, mais l'une des pièces métalliques de l'appareil lui a volé dans le dos. Tao n'a pas aimé que le jeune homme essaie de la sauver et elle l'a immédiatement frappé. Parmi la fumée qui se dissipait, Jean aperçut le crâne du dieu de la guerre et se précipita vers lui. Cependant, Ran courut également dans sa direction, l'artefact lui-même semblait être activé et étincelant de magie, il planait dans les airs. Ainsi, Oh l'a attrapé par une corne et Tao a attrapé l'autre, et ils ont naturellement commencé à tirer le crâne vers eux. Mais à un certain moment, l'artefact a tremblé et a projeté une puissante vague d'énergie, avec lequel il a dispersé les filles. Yoon a oublié de les avertir de l'incroyable pouvoir et du danger du crâne pour les gens. Par la suite, les filles ont perdu connaissance, Ran est revenue directement dans ses souvenirs, où elle s'est assise avec son général blessé après la bataille, près du même Sakura et lui a donné de l'eau. Le gars l'a regardé et a dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'être à côté d'une beauté comme elle. Tao a souri et a dit qu'il ne devrait pas boire trop d'eau. Soudain, le commandant s'est mis à tousser violemment et la jeune femme s'est inquiétée pour sa santé. Après tout, il a commencé à saigner, le jeune guerrier a essayé de la calmer et lui a dit qu'il n'y avait rien de mal, parce que c'était une toux normale, mais elle savait parfaitement que ce n'était pas le cas. Le général dit d'une voix étranglée qu'apparemment il ne serait pas en mesure de tenir sa promesse. Ran fondit en larmes. La jeune fille le serra fort dans ses bras et déclara qu'il devait rester avec elle et la protéger. Il caressa ses cheveux soyeux et lui dit que tout irait bien et qu'elle n'avait rien à craindre. Tao en larmes a dit pitoyablement qu'elle n'oublierait jamais ses paroles. Le jeune homme sourit et lui tendit son petit doigt. Ran essaya de se contrôler. Elle prit son doigt avec son petit doigt et ils répétèrent leur vœu éternel. À ce moment-là, la belle s'est réveillée dans la salle et a regardé le personnage principal qui s'était endormi à côté d'elle. Se frottant les yeux, il remarqua qu'elle avait enfin repris ses esprits, ce qu'il cria joyeusement. Tao se reprit et demanda où elle était et ce qui s'était passé. Ran a soudainement trouvé sa main droite menottée au lit. La fille est devenue nerveuse et a demandé ce qu'il allait faire d'elle. Yoon a commencé à la calmer. Dire qu'il ne ferait aucun mal et qu'il ne l'attaquait que pour parler. Tao a demandé avec surprise pourquoi il l'avait sauvé. Le gars ne connaissait pas la réponse, mais a dit qu'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. En fait, Ran comprenait de quoi il parlait, car elle ressentait la même chose. L'adolescente l'a une nouvelle fois appelé au calme et a répété qu'elle n'avait rien à craindre en sa présence. La jeune fille réfléchie a dit que cette fois, elle le croirait, mais elle-même ne comprenait pas pourquoi elle répondait ainsi. Le gars s'écarta et Tao vit que Oh gisait inconscient sur le lit voisin. Elle a demandé ce qui n'allait pas chez elle, il a dit tristement qu'elle avait un rayonnement radioactif provenant de son crâne. Et il ne sait pas si elle sera capable de faire face à cela dans un avenir proche. Pendant ce temps, Puklia était assis dans le couloir et a contacté quelqu'un, il a déclaré qu'il avait déterré des informations et accepté de se rencontrer. Yoon venait de quitter la pièce et avait tout entendu, il est devenu extrêmement curieux de savoir de quoi parlait son collègue et avec qui. Par surprise, le gars a lâché son téléphone et quelques notes contenant une photo de Ran et des informations la concernant. Il regarda l'adolescent avec des yeux effrayés et s'empressa de s'excuser.
Puglia a déclaré qu'il avait simplement signalé la situation à ses supérieurs et qu'il avait pu en savoir un peu plus. Le jeune archéologue lui a demandé ce que la direction en pensait. Le soldat a ramassé précipitamment le dossier sur le sol et a dit que si nécessaire, il les aiderait. Yoon a remarqué qu'il travaille très bien et qu'il fait tout pour leur équipe. Le collègue a dit que tout cela lui semblait étrange et qu'il n'arrivait toujours pas à croire ce qui se passait. Il fut surpris d'entendre une telle chose et, commençant littéralement à le secouer, il lui demanda avec émotion s'il n'avait vraiment pas rencontré cela auparavant. Puglia a ouvert le dossier contenant les documents et, désignant la photo, Tao a déclaré qu'elle s'était avérée avoir plus de 2000 ans et que l'artefact ne lui avait pas fait de mal. L'archéologue, perplexe, examina le dossier de Ran et constata que c'était impossible. À ce moment-là, il se souvint de son rêve avec elle sous le sakura et réalisa qu'en fait c'était des souvenirs. Il a commencé à trembler, le soldat a dit qu'il ferait mieux d'aller chercher plus d'informations. Tao était assis dans la pièce à ce moment-là et se demandait si c'était un rêve ou un souvenir. De façon inattendue, Yoon est revenu vers elle avec un dossier à la main et a déclaré qu'ils avaient besoin d'avoir une conversation sérieuse. La jeune fille, à son tour, fut surprise et demanda de quoi il s'agissait exactement. Le personnage principal a ouvert le dossier contenant le dossier et a déclaré que l'âge de ses os est de 2000 ans. Choqué, Ran lui a arraché le document et ne pouvait pas croire ce qui était écrit. Il dit avec incertitude qu'il lui semblait qu'il s'était connu auparavant, Tao n'avait jamais cessé de le considérer comme son général. Dans de tels moments, c'était comme si un mécanisme de défense se déclenchait en elle, et elle refusait d'y croire. La jeune fille jeta soudain le dossier de côté. Après quoi, elle a déclaré d'un ton menaçant que cela n'avait aucun sens et qu'elle ne lui dirait rien. Il a continué à la presser et à la rassurer en lui disant qu'il ne lui mentirait jamais. Cependant, Ran a tenu bon, en fait, elle a compris que tout cela semblait être vrai. Yoon regarda Jin endormie et dit qu'elle avait un besoin urgent d'aide, car elle avait moins de chance que Tao. En partant, Yoon a dit que lui, comme elle, avait perdu la mémoire. La fille l'a immédiatement appelé. Elle a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule façon de leur rendre la mémoire. Le jeune homme s'est retourné. La jeune femme tendit lentement la main vers lui et lui demanda de lui tendre son petit doigt. À ce moment-là, elle revit le visage de son commandant bien-aimé devant elle. Il accepta, et ils touchèrent leurs petits doigts, après quoi ils prononcèrent leur serment. Après une courte période de temps, Yoon a pris le contrôle du traitement de Yo et a soumis Ran à une sorte de chirurgie. Il l'a placé dans la machine et a pris un peu de liquide noir de la moelle osseuse. Le jeune homme se dit que tout devrait s'arranger. Quelques minutes plus tard Tao se réveilla de son sommeil. Le gars lui a immédiatement demandé comment elle se sentait, mais la fille s'est levée en silence. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a dit qu'elle se sentait bien et que les médicaments devraient vraiment l'aider. Il prit joyeusement le flacon contenant le liquide et dit que dans ce cas, cela aiderait à faire rayonner Jin. Après quoi il a immédiatement couru vers elle. Ran s'est surprise à penser qu'elle était offensée par son inquiétude à propos de ce haut. Quelques minutes plus tard, Yoon a couru dans la pièce comme un fou et a déclaré avec confiance que ce médicament l'aiderait certainement. Mais la jeune fille, même dans une telle situation, n'a pas manqué l'occasion de taquiner son sauveur, en disant sarcastiquement que c'était apparemment difficile pour lui. Le gars a ignoré l'ambition déjà familière de la dame et lui a tendu un flacon de liquide. Le capitaine du département des dragons, extrêmement surpris, demanda de quoi il s'agissait. Il a répondu qu'il l'avait pris dans la moelle osseuse de Tao et qu'il serait certainement capable de la remettre sur pied. Jean était sceptique quant à l'idée du jeune homme, mais a tout de même accepté d'essayer, car elle n'avait pas vraiment le choix. Puis, rassemblant ses pensées, la jeune fille renversa le tube à essai et but son contenu. À ce moment-là, Puglia entra dans la pièce avec un rugissement et fit tomber les portes. Le général Takfu entra dans la pièce et déclara qu'il avait entendu parler d'un remède contre la radioactivité. Un docteur Ren épuisé était sur le dos. Yama exigea de lui donner ce liquide. Yoon, à son tour, ordonna immédiatement à Jin de boire rapidement le contenu de la fiole. Réalisant que le médicament était entre les mains de la jeune fille, Moto passa immédiatement à eau. Yama lui tendit la main et lui demanda de lui donner un tube à essai contenant du liquide. Le personnage principal, sans hésitation, s'est courageusement précipité avec ses poings dans une bataille inégale. Cependant, le général était supérieur en force au jeune archéologue et l'a frappé. Il a dit qu'il valait mieux qu'il n'intervienne pas. Jin décida également de tenter sa chance et se précipita farouchement pour combattre Takfu. Mais elle était encore faible et Moto pouvait facilement la gérer, même si Ren restait accroché sur son dos pendant tout ce temps. Ainsi, la jeune fille vola vers son lit et Yama prit calmement le flacon contenant le médicament avec lui. Après quoi, le général remit aussitôt l'éprouvette au professeur et l'invita à en boire le contenu. À ce moment-là, Tao voulait lui arracher l'infusion de guérison avec un fouet, mais Takfu a réussi à lui saisir la main. Puis il l'a néanmoins donné au médecin et il a bu le médicament. Moto perplexe lui a demandé ce qu'elle faisait. Après tout, elle devait être de leur côté. La fille regardait Yama d'un air menaçant. Ran a déclaré qu'elle ne travaillerait pas avec eux tant qu'elle n'aurait pas retrouvé la mémoire. Le général pressa Ren et l'aida à se relever, lui disant qu'il devait partir. En partant, il regarda la jeune fille et lui dit que Tiagonga ne pardonne pas aux traîtres. Tao, aigri,
a écrasé son fouet avec défi et a déclaré que les menaces n'avaient aucun effet sur elle. Abasourdie, Moto ne comprenait pas ce qui lui était arrivé et pourquoi elle se comportait ainsi. La jeune femme s'est juste occupée d'eux, elle espérait qu'elle retrouverait bientôt la mémoire. À ce moment, il reprit soudainement ses esprits et demanda ce qui n'allait pas avec O. Ran a immédiatement couru vers lui et l'a aidé à se relever. Yoon ne s'attendait pas à une telle réaction de sa part. Le personnage principal a remarqué que les habitants de Tiagong sont extrêmement avares et doivent payer. Tao a regardé Jean et lui a dit que le médicament pourrait ne pas l'aider, car les radiations étaient assez fortes. Le gars concerné a demandé ce qu'il devait faire dans ce cas. La jeune fille nous a recommandé d'examiner à nouveau la tombe, car le crâne y a été trouvé. L'adolescent regarda une nouvelle fois le capitaine du département des dragons et déclara qu'il l'aiderait certainement. Après quoi Ran répondit qu'il devait immédiatement se rendre au tombeau. Waddles remarqua qu'il valait mieux qu'il reste avec O et s'occupe d'elle, pour qu'ils partent ensemble. Yoon a accepté et a déclaré avec confiance qu'il obtiendrait certainement les médicaments nécessaires. Tao, à son tour, a déclaré qu'il restait trop peu de temps et s'est dépêché de quitter la pièce. Le jeune archéologue l'a suivi naturellement, espérant sauver Jean. Puklia tourna son regard triste vers le patron et dit non moins tristement qu'elle irait bientôt mieux. Quelques minutes plus tard, Ran était déjà à mi-chemin du tombeau, le jeune homme lui demanda de conduire plus lentement. La jeune fille sur d'elle a dit qu'elle conduisait bien et qu'il n'avait rien à craindre. Après un certain temps, ils entrèrent déjà dans le tombeau et errèrent dans les tunnels sombres. Yoon a demandé pourquoi elle aimait tant la vitesse et depuis combien de temps elle s'intéressait à la course. Tao a ignoré sa question et a déclaré qu'il devait activer la plateforme en pierre pour entrer. Le personnage principal a répondu que pour cela, il lui faudrait utiliser sa technique du Feng Shui. Après quoi, le jeune homme croisa à nouveau les doigts de manière caractéristique et un cercle doré magique apparut. La jeune fille surprise a décidé de demander où il avait appris cette compétence. Il réfléchit un moment et dit qu'en fait, lui-même ne le savait pas. Parce que lui, comme elle, a perdu la mémoire et il ne sait pas d'où vient cette capacité. Yoon l'a exhorté à se dépêcher et à noter que très bientôt il retrouverait la mémoire. Ran voulait aussi vraiment se souvenir de tout et comprendre d'où venaient ses rêves étranges. Après quelques couloirs supplémentaires, ils atteignirent finalement une plateforme en pierre. Le gars a dit que la dernière fois, le crâne du dieu de la guerre avait été trouvé ici. Le jeune homme a immédiatement commencé à jeter de la magie sur la plateforme, en utilisant activement les techniques du Feng Shui. La même luciole magique s'est envolée de l'appareil et s'est précipitée vers le plafond. Ainsi, la pièce fut éclairée et ils commencèrent à percer le mystère du mur peint. Tao, à son tour, a essayé de comprendre pourquoi la sensation de résonance sanguine apparaît. Elle était si plongée dans ses pensées qu'elle ne l'entendit pas du tout. Soudain, Ran découvrit un sceptre sur le mur, qu'elle cria joyeusement. Un homme infecté provenant d'un crâne a été dessiné à côté du bâton magique. Le personnage principal a suggéré que l'infection comporte plusieurs étapes. Ensuite, le tourment d'une personne exposée aux radiations a été décrit. Le peuple se rassembla alors pour le porter à son dirigeant, qui était capable de guérir les infectés à l'aide de son sceptre magique. Par la suite, l'homme irradié s'est relevé et a retrouvé la vie. Il réalisa finalement qu'il devait faire appel au personnel pour guérir Jin. Soudain, le sceptre sur le mur commença à briller, émettant une sorte de magie, ils ne comprirent pas ce qui se passait. Nos héros replongèrent une fois de plus dans les souvenirs, où le grand général revint enfin avec sa bien-aimée. Ses soldats étaient sincèrement heureux de son retour, le commandant remarqua que ce mausolée était vraiment magnifique. Il se tourna vers Tao et lui dit qu'il était en fait un roturier et qu'il avait de la chance de gagner la main d'une telle beauté. Ran, à son tour, a déclaré avec surprise qu'elle n'y aurait jamais pensé. Soudain, la jeune fille fondit en larmes, le général essuya ses larmes et dit que même la mort ne pouvait pas les séparer. La dame inquiète lui a demandé comment il tiendrait sa promesse si sa maladie l'emportait. Le jeune guerrier sortit de sa poche un talisman de jade et le tendit à Tao. Le gars a remarqué que si elle ne le perdait pas, il se reverrait certainement dans la prochaine vie. Ran, en larmes, était étonné de voir avec quel calme il parlait de choses aussi terribles. De façon inattendue, le commandant sûr de lui s'est levé et s'est adressé à ses soldats. Tous les soldats s'inclinèrent devant lui, leur chef déclara qu'il n'avait jamais perdu une seule bataille et qu'il s'était toujours battu avec courage. À ce moment-là, la jeune fille lui donna l'armure et lui mit le casque sur la tête. Le général leva le poing au-dessus de sa tête et dit qu'ils étaient obligés d'exalter leur empereur. Tous les guerriers levèrent leurs lances et leurs épées, honorant bruyamment leur altesse. Après quoi le jeune souverain descendit de la voiture et se dirigea vers les soldats. Sad Tao tenait le jade dans ses mains et disait qu'elle le retrouverait certainement dans sa prochaine vie. Le commandant a grimpé les marches avec défi directement dans le cercueil, les soldats ont continué à crier son nom. Ran ne pouvait toujours pas le supporter et se précipita dans les bras de sa bien-aimée, naturellement elle ne voulait pas qu'il parte. Le gars la serrait fort dans ses bras et lui a dit qu'elle devrait être forte, car bientôt tout irait bien. La jeune femme, en larmes, a déclaré que s'il en décidait ainsi, il devait alors emporter une chose avec lui. Après lui avoir donné le sceptre, elle lui dit que les femmes n'étaient pas autorisées dans le mausolée, il devait donc emporter ce bâton avec lui. Le souverain l'a naturellement pris et a dit que cela lui servirait de souvenir d'elle.
Puis il remonta dans le cercueil et ordonna à ses soldats de continuer cette procédure. Les soldats portèrent le souverain à l'intérieur du mausolée et Tao, le cœur brisé, s'occupa de lui. Après un certain temps, la jeune fille s'est réveillée allongée sur le personnage principal. Elle se leva instantanément et commença à chercher son talisman de jade autour de son cou. Le trouvant en place, Ran soupira de soulagement et se calma finalement. Puis elle regarda et supposa qu'elle vivait réellement depuis plus de 2000 ans et que Yoon était le même général. Les rêves, à leur tour, pourraient être des souvenirs perdus. À ce moment-là, le gars commença à se réveiller. Tao vit qu'il avait les mêmes habitudes que le commandant. En plus, il a les mêmes souvenirs qu'elle, ce qui veut dire que c'est bien vrai. Yoon sursauta soudainement et se souvint qu'ils avaient un besoin urgent de trouver le sceptre. En s'approchant du mur peint, il essaya de savoir où trouver le bâton magique. Fermant soudain les yeux, il se souvint soudain qu'il était dans le cercueil du général. Mais il n'a jamais eu le temps d'annoncer la bonne nouvelle à la jeune fille, car il était devant lui et lui a dit que l'artefact se trouvait dans le cercueil du souverain. Le gars lui a demandé comment elle le savait. Tao a répondu qu'elle-même ne comprenait pas pourquoi cela lui était venu à l'esprit. Le personnage principal a exhorté Ran à s'y rendre immédiatement et à récupérer ce bâton. Yoon a déclaré qu'il était également nécessaire d'en informer l'équipe et de se renseigner sur l'état de Yo. Un instant plus tard, le téléphone de Waddles sonna dans la chambre de Jin. Waddles décrocha le téléphone et demanda à Yoon comment les choses se passaient. Le capitaine du département des dragons se sentait déjà bien à ce moment-là, ce dont elle commença à parler. Il lui a expliqué qu'une personne infectée passe par plusieurs stades, ce qui l'a littéralement stupéfié. Le jeune homme a demandé à dire à O qu'il avait trouvé un remède et qu'elle se rétablirait bientôt. Cependant, Jean n'a pas apprécié le travail de la jeune archéologue et a déclaré qu'il n'aurait pas dû travailler si dur pour elle. Pendant ce temps, le professeur et le général Takfu sirotaient du thé et discutaient d'autres actions. Soudain, le médecin reçut un message indiquant que le département des dragons se trouvait dans la tombe du dieu de la guerre. Ren était content de cette nouvelle, mais Yama voulait guérir son père le plus vite possible. À cette époque, lui et Tao trouvèrent le même endroit à partir de leurs souvenirs communs. Le personnage principal s'est approché de la porte en pierre scellée. Ran a regardé autour de lui. Yoon comprit que c'était vraiment l'endroit idéal, mais il ne savait pas comment entrer. À ce moment-là, l'hélicoptère de leur équipe est apparu à l'horizon. Le gars a remarqué qu'ils y étaient arrivés assez rapidement. Puffy, dirigé par Jin, descendit instantanément vers le jeune archéologue et Tao. L'adolescente a demandé à O comment elle se sentait et s'il y avait une faiblesse dans son corps. La jeune fille, comme toujours dans son répertoire, l'exhorta à se taire et à se concentrer sur le sujet. Remarquant sa nature extrêmement garce, il réalisa qu'elle allait bien. Le capitaine de la division Dragon a exprimé sa gratitude à Ran pour son aide bien qu'il fasse partie de Tiagong. Après quoi, ils se sont serrés la main et la jeune fille a dit que c'était juste un marché. Jean a dit que c'était bien, car elle ne voulait pas rester endettée envers elle. Yoon a compris que ce ne serait pas facile pour lui, car une fille est un problème et deux sont littéralement un désastre. Cependant, il n'a pas pris soin de le dire à voix haute. Les dames ont immédiatement réagi et lui ont demandé ce qu'il avait dit. Le personnage principal a commencé à nier et les a exhortés à entrer dans le tombeau le plus tôt possible. O a déclaré que c'était la première et la dernière fois qu'elle la laisserait partir si facilement. Ran la regarda avec son regard indifférent et répondit absolument calmement que ce n'était pas nécessaire. Pendant ce temps, il retourna à la dalle de pierre et continua à réfléchir à la manière de l'ouvrir. Jin lui a ordonné d'utiliser sa technique du Feng Shui pour essayer d'ouvrir la porte. Le jeune homme a déclaré que même si elle s'en fichait, son esprit d'archéologue ne lui permettrait pas d'être traité de la sorte. Sans le laisser finir, la jeune fille l'attrapa par l'oreille et commença à le presser. Le gars l'a appelé pour se calmer et lui a dit qu'il allait maintenant commencer la procédure nécessaire. Après quoi il croisa les bras de la manière habituelle et l'énergie magique du Feng Shui apparut. Yoon appuya alors ses paumes contre la dalle de pierre et marmonna quelque chose de manière inaudible. Après quelques secondes, la porte commença à s'ouvrir lentement. Notre équipe héroïque s'est rendue au tombeau, où les attendaient de nouveaux obstacles. Soudain, il a arrêté tout le monde et a dit qu'il y avait clairement une sorte de piège ici. Méo, à son tour, lui a ordonné, ainsi qu'aux autres, de partir, car il n'avait absolument pas le temps. À ce moment-là, une flèche a volé sur Jean et Yoon, comme toujours, a poussé la fille sur le côté et l'a ainsi sauvée à nouveau. Cependant, au même moment où une autre flèche volait vers eux, ils réussirent à nouveau à l'esquiver. Le gars ne s'attendait pas à ce que le piège dans la tombe soit exactement celui-là. En regardant autour de lui, il remarqua un grand nombre de flèches dépassant du plafond. Au même moment, la dalle de pierre derrière eux a commencé à se fermer progressivement, ce qui était également un tournant inattendu. Il a immédiatement attrapé les filles et leur a dit qu'elles devaient s'échapper de toute urgence, sinon elles pourraient mourir ici. Soudain, des flèches tombèrent à nouveau sur eux. Yoon appela tout le monde à baisser la tête et à continuer de courir. O remarqua que le propriétaire de la tombe était apparemment un véritable diable. Tao a décidé d'intercéder et a répondu qu'il était un véritable héros et qu'elle ferait mieux de fermer la bouche. Ran elle-même ne comprenait pas pourquoi elle réagissait si violemment aux paroles de Jean. Esquivant les flèches, le capitaine déclara qu'à ce rythme-là, l'une d'entre elles les toucherait certainement.
Le gars a dit d'un ton ordonné qu'il valait mieux qu'il bouge les jambes et ne pas crier. À ce moment-là, l'une des flèches l'a touché au genou et le jeune homme a ressenti une douleur lancinante. En conséquence, il est tombé au sol, les filles, ainsi que Puklia, se sont précipitées à son aide. Les flèches continuèrent à voler vers lui, il ne réussit qu'à reculer. On n'a pas pu résister et a commencé à se moquer du jeune archéologue, disant que Dieu le punissait pour sa stupidité. Youn lui a giflé la main et a déclaré qu'il était, en fait, un citoyen respectueux des lois. La jeune femme en doutait fortement et lui rappela qu'elle l'avait récemment arrêté pour vol du tombeau. Le personnage principal a répondu d'un ton menaçant qu'il était un archéologue et non un voleur. Tao remarqua qu'il n'avait pas le temps pour des conversations stupides et qu'il devait se dépêcher. Jean a demandé au gars ce qui était arrivé à Ran, car après être entrée dans la tombe, elle avait radicalement changé. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de pourquoi elle agissait de cette façon ni de quoi il s'agissait. Oh a dit que son intuition féminine ne parle que d'une seule raison. Youn l'a encouragé à lui parler, d'une manière féminine, pour ainsi dire, la fille n'aimait pas cette idée. Et elle a recommencé à menacer l'adolescent, lui disant qu'elle pouvait encore l'arrêter. Le jeune homme mit instantanément fin au dialogue avec elle et courut rattraper son Tao. Jean s'est occupé de lui et a dit que ce type était extrêmement stupide, Waddles était d'accord avec elle de manière inattendue. Au bout d'un moment, ils continuèrent à errer dans de longs couloirs, il ne parvenait toujours pas à scanner le tombeau. Cela lui parut très étrange, soudain Ran s'arrêta sur place, l'archéologue demanda ce qui s'était passé. Il s'est avéré qu'ils étaient arrivés à la croisée de deux routes et O a demandé où ils devaient aller ensuite. Le personnage principal a remarqué que l'une des routes était définitivement un piège et qu'il devrait y réfléchir. Le capitaine de la division Dragon s'est approché de Youn et lui a dit que cela valait peut-être la peine d'utiliser sa technique. Le jeune homme lui a demandé si elle pensait vraiment que le Feng Shui pouvait leur montrer le bon chemin. Après l'avoir mise en colère, la jeune fille l'a poussé et l'a exhorté à au moins essayer avant de tirer des conclusions. Le gars lui a conseillé de faire quelque chose pour son caractère de garce. Après quoi, il a néanmoins utilisé sa capacité à déterminer le bon chemin. Il appuya ses mains contre le mur froid, sur lequel apparaissaient des signes magiques. Quelques secondes plus tard, une lumière ardente s'est déversée sur l'une des routes du côté droit. Cependant, au même moment où la grotte tremblait, les murs éclataient littéralement. Youn a commencé à regarder autour de lui et à essayer de comprendre ce qui avait pu provoquer un si fort tremblement de terre. Il s'est avéré que le général Takfu et son père, un professeur, ont tenté de percer la dalle de pierre. Mais même après lui avoir tiré dessus avec un lance-roquette, le résultat souhaité n'est pas arrivé. Puklia, effrayé, a demandé au gars où il devait courir maintenant. Il ne comprenait pas pourquoi sa balise n'était pas encore revenue. Et après quelques minutes, il revint finalement chez son propriétaire, Youn poussa un soupir de soulagement. Au retour, la balise enflammée s'enflamma littéralement, ce qui n'était pas très bon signe, parce que cela signifiait qu'un danger mortel les attendait. On ne pouvait plus attendre et dit qu'il devrait se diviser en deux groupes et emprunter deux routes en même temps. Naturellement, le personnage principal était contre une telle décision et lui a saisi la main. Il a dit que c'était extrêmement dangereux et qu'il ne devrait pas prendre de tels risques. Après tout, il est possible que les deux tunnels deviennent des pièges pour eux, alors il y passera en premier. Après quoi Youn a de nouveau utilisé la capacité magique du Feng Shui. Tao remarqua que le jeune homme possédait une technique vraiment puissante. Le gars a commencé à être modeste et a dit qu'en fait elle n'était pas si forte. Jean, agité, pressa à nouveau l'archéologue et l'appela à l'action. Il ne pouvait toujours pas se retenir et lui a dit tout ce qu'il pensait de son comportement de garce. O a tendu les poings et a dit que pendant qu'elle était à l'hôpital, s'amuser lui manquait vraiment. Après quoi elle a commencé à battre l'adolescente, Puklia a compris qu'elle était vraiment trop agressive. Un instant plus tard, Youn était allongé sur le sol et le capitaine a déclaré que grâce à lui, elle s'était un peu réchauffée. À ce moment-là, une balise rouge vif lui revint soudainement. Le jeune homme a remarqué que ce tunnel présente également un danger mortel. Ran a été choqué par ce résultat, car il devrait compter sur la chance. Il a dit qu'il devait réfléchir un peu, puisque les deux routes ont le même relief. À ce moment-là, la tombe entière a recommencé à trembler, tout le monde a regardé autour de lui avec peur. Le personnage principal a remarqué que tout n'est pas si simple ici et qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre ordinaire. Youn a ensuite envoyé un flux magique de technique Feng Shui dans le mur entre les deux tunnels. Ainsi, il restait une trace de feu qui se divergeait en d'énormes fissures. Soudain, une entrée secrète s'est ouverte dans le mur, d'où émanait une lumière bleue brillante. Il a dit avec joie que tout était beaucoup plus simple que prévu. Le jeune archéologue a appelé tout le monde à le suivre dans le passage ouvert. Mais on lui a demandé de tester cette voie avec son habileté, car elle pourrait aussi s'avérer être un piège. L'adolescent lui a assuré qu'il était un vrai professionnel. Cependant, j'ai quand même décidé d'y jeter un coup d'œil pour être clairement convaincu de mes propos. La balise enflammée s'élança à nouveau au loin, Youn attendait son retour avec impatience. Le gars a dit qu'il y avait 7 tests à venir et que le dernier serait le plus difficile. Jean a dit que si c'était vraiment si dangereux, alors cela n'en valait pas la peine. Le jeune homme surpris remarqua que le sceptre était à l'intérieur et qu'il ne leur restait plus grand-chose pour la guérir, car elle pouvait mourir.
Oh a répondu qu'il ne servait à rien de perdre la vie à cause d'elle et qu'elle ne voulait pas qu'il meure. À ce moment, Tao sortit son fouet et frappa le sol avec. La jeune fille perplexe lui demanda ce qu'elle faisait. Ran a déclaré que cette affaire la préoccupait quelque peu, car elle souhaite retrouver la mémoire, ajoutant qu'elle ne manquerait pas une telle occasion et traversa directement le passage secret. Jean, à son tour, réalisa qu'en fait il n'était pas là seulement pour elle. Soudain, Yoon a attrapé le capitaine sur ses épaules et l'a porté en avant. La fille lui a ordonné de ne pas faire ça. Puffy remarqua qu'il n'avait pas d'autre choix. La jeune femme continua de s'agiter. Pendant ce temps, le général Moto était encore capable de percer un trou dans la dalle de pierre à l'aide d'un lance-roquette. Ren l'arrêta brusquement et lui dit qu'une fois le corps guéri, Yama n'aurait plus besoin de servir Tiagonga. Takfu a répondu qu'il serait avec lui jusqu'à la fin jusqu'à ce que le médecin découvre le secret du professeur. Le père a dit que peu importe qui ils deviennent, car il voit clair dans chacun d'eux, ajoutant qu'il ne veut pas que Moto soit à nouveau blessé à cause de ses intérêts. Bien entendu, le général Yama restera toujours le fils de son père et sera à ses côtés. Après tout, il lui a sauvé la vie à plusieurs reprises et il devrait rembourser ses parents en nature. À ce moment-là, nos héros se mirent en route. Oh attira l'attention sur les lumières argentées et demanda à l'expert ce qu'elles étaient. Il posa la main sur le rocher et dit que c'était peut-être à cause de ces pierres. Une autre dalle de pierre s'est ouverte devant eux, tout le monde se demandait ce qui allait se passer ensuite. Soudain, ils arrivèrent à un lac contenant du mercure, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Le personnage principal a appelé chacun à se boucher les voies respiratoires avec ses mains, car ce lac est très toxique. Oh a immédiatement arraché une partie du tissu de son t-shirt et l'a attaché sur son visage, créant quelque chose comme un masque. Les autres suivirent immédiatement son exemple, commençant à déchirer leurs vêtements. Il a remarqué que Tao ne faisait pas cela et a demandé pourquoi elle ne se couvrait pas, car on pourrait mourir par évaporation. Cependant, la jeune femme, extrêmement sûre d'elle, a déclaré que ce n'était pas nécessaire. Yoon se souvint qu'elle n'avait même pas peur des radiations du crâne du dieu de la guerre. Après avoir regardé autour de lui, Ran arriva à la conclusion qu'il n'avait qu'un seul chemin. La jeune fille a montré un épais bâton de bois posé sur le lac, notant que si vous tombez, la mort surviendra instantanément. Jean a poussé le gars et lui a demandé de ne pas avoir peur, car il n'y avait pas de retour en arrière, d'autant plus que c'était lui qui avait fait le choix. Yoon a noté que leur masque ne les protège pas à 100% de l'évaporation. Puklia, à son tour, espérait trouver un autre moyen, car celui-ci lui paraissait mortellement dangereux. Meo a tenu bon et a dit que le morceau de bois n'était pas si étroit et qu'il pouvait le traverser de l'autre côté. Le personnage principal a déclaré qu'il avait un très mauvais pressentiment à ce sujet. Le capitaine du département des dragons a demandé d'un ton moqueur s'il avait vraiment peur d'une sorte de mercure. Après quoi la première sauta sur le bâton, essayant de garder son équilibre. Puis elle a fait quelques pas avec défi et a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Il soupira de soulagement et sembla se calmer en voyant avec quelle audace on marchait le long du bois. Quelques secondes plus tard, la jeune fille réussit à traverser la rivière et appelle les autres à se dépêcher. Le personnage principal se demandait s'il avait vraiment tort et en fait, c'est aussi simple que d'éplucher des poires. Pendant ce temps, la courageuse Tao monta sur le bâton et annonça qu'elle était la suivante. Yoon a continué à rassembler ses pensées. Waddles a décidé de rassurer le jeune archéologue et lui a dit que tout irait bien. Après quoi, suivant le soldat, il marcha avec une extrême crainte sur le pont en bois. Cependant, à ce moment-là, il remarqua à quel point le lac était agité et s'arrêta brusquement. Ran et Waddles se sont retournés, Yoon a crié qu'il devait courir. Soudain, un poisson assoiffé de sang a sauté hors de l'eau vers le gars effrayé. Mais l'adolescente a réussi à la percuter, la renvoyant ainsi dans la rivière. Le jeune homme s'est littéralement figé sur place, il l'a exhorté à se dépêcher et à passer de l'autre côté. Quelques secondes plus tard, plusieurs autres poissons sautèrent hors du lac au mercure. Tao, utilisant son fouet, s'est facilement débarrassé des prédateurs et a continué son chemin. Finalement, elle réussit à rejoindre O, qui cria qu'il y avait encore une volée de monstres aquatiques derrière eux. L'un des poissons se trouvait littéralement à 1 centimètre du personnage principal, ce dont Jean lui a parlé. Yoon s'est immédiatement retourné et a porté un coup rapide mais douloureux sur ses écailles métalliques. En même temps, faisant un mouvement brusque, il ne pouvait pas rester debout et, par conséquent, est tombé. Cependant, au dernier moment, il réussit quand même à saisir le bâton et à l'entourer de ses bras et de ses jambes. Les poissons, à leur tour, n'ont pas arrêté les attaques massives contre le jeune archéologue. Le gars a continué à se battre avec les monstres locaux, les renvoyant au lac de mercure. Mais l'un des poissons a réussi à s'attraper sur le pont en bois grâce à ses dents longues et très pointues. Profitant du fait que toute l'attention était portée sur lui, Puklia a réussi à se déplacer de l'autre côté de la rivière. Tandis que l'archéologue, extrêmement malchanceux, se battait pour sa vie avec des bêtes assoiffées de sang. Oh, à son tour, l'a exhorté à se concentrer sur sa fuite plutôt que sur sa confrontation avec la masse de poissons. À ce moment-là, le piranha a saisi le bâton et a littéralement mordu l'arbre. Ainsi, elle a arraché un énorme morceau à la base du pont et Yoon a commencé à se rendre compte qu'à tout moment il pouvait se retrouver sous l'eau.
Le poisson semblait avoir de l'intelligence et commença à attaquer davantage l'arbre avec le jeune homme. Le personnage principal s'est immédiatement levé et a commencé à traverser le pont en courant, lequel après lui s'effondra et s'enfonça de plus en plus dans le lac de Mercure. Après avoir couru encore quelques mètres, il réussit à sauter vers le rivage. Déjà de l'autre côté de la rivière, le gars s'est calmé, car sur Terre, les prédateurs ne constituaient pas une menace. Soudain, O a couru vers lui et a recommencé à le provoquer de toutes les manières possibles. La fille l'a attrapé par l'oreille. Après quoi, elle a dit qu'il se dirigeait vers eux depuis très longtemps. De façon inattendue, sa main a été repoussée par Tao. Ran décida de le protéger et de lui rappeler le but initial de leur séjour dans la tombe. Ce que même l'adolescente n'attendait pas d'elle, Jean regarda la jeune femme d'un air menaçant. Pendant ce temps, le professeur et le général Takfu continuaient de déblayer les décombres du tunnel. Ren supposa qu'ils étaient suffisamment loin d'eux et prit les devants. Se retrouvant à la croisée de deux routes, Moto a demandé où ils devraient aller ensuite. Le médecin l'a exhorté à examiner attentivement les traces de leurs rivaux pour comprendre où ils se dirigeaient. Yama a examiné la zone, mais il n'y avait aucun signe que quelqu'un soit venu ici, ce dont il s'est empressé de parler à son père. Le professeur a commencé à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Il a noté que dans les temps anciens, c'était généralement le passage de gauche qui était celui de droite. En conséquence, il décida d'aller à gauche et appela Takfa avec lui. À ce moment-là, Karl s'approchait déjà du tombeau, il volait littéralement dans les airs. Après avoir atterri, il se surprit à penser que cela lui faisait plaisir de planer dans le ciel comme un oiseau. Cependant, cette compétence présentait un énorme inconvénient, elle était une consommation d'énergie excessive et il n'y avait pas de temps pour récupérer. Après quoi, l'Arabe a découvert une dalle de pierre effondrée et s'est rendu compte qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un d'autre ici. Le cheikh ne voulait naturellement partager avec personne la réserve inépuisable d'énergie dont il avait tant besoin. Pendant ce temps, la nouvelle équipe du département des dragons approchait du but. Waddles remarqua le magnifique ciel étoilé, dont il informa les autres, puis demanda de quoi il s'agissait. O a déclaré qu'ils emporteraient cela avec eux au retour pour être examinés plus tard. Faisant soudain un pas, elle entendit quelque chose claquer sous ses pieds. Jean supposa que c'était un autre piège. Le personnage principal l'a exhorté à ne pas bouger et a couru à son secours. La jeune fille a vu que l'une des tuiles était cabossée, ce qui signifie qu'elle a activé un mécanisme, mais rien ne s'est passé. En se retournant, ils trouvèrent une sphère verte brillante volant droit vers eux. O et Yoon se sont immédiatement précipités pour s'enfuir, mais la masse inconnue se déplaçait à grande vitesse. Après quoi, l'entité magique a atterri et il y a eu une forte explosion. À ce moment, plusieurs autres pierres vertes se précipitèrent du ciel vers la terre. Abasourdi, Jean a demandé au jeune archéologue de quel genre de chute d'étoiles ressemblant à une météorite il s'agissait. À ce moment-là, une autre pierre d'émeraude leur tomba dessus, il réussit à repousser la jeune fille. La jeune femme a recommencé à pécher contre le propriétaire et créateur de cette grotte. Le personnage principal a noté que ce n'est pas le moment de blâmer qui que ce soit et que cela vaut la peine d'être plus attentif. Soudain, Waddle, complètement effrayé, courut vers eux et leur demanda s'ils étaient blessés. Le capitaine du département des dragons a répondu qu'ils allaient bien et que la météorite était terminée. Dans le même temps, elle a recommencé à traiter de fou le propriétaire de cette tombe. Tao s'est indignée et a répété qu'elle ne voulait rien entendre de mal à propos de cette personne. O a continué à défendre son point de vue et a déclaré qu'elle disait la vérité. Afin de désamorcer la situation tendue, Yoon a proposé d'examiner les pierres qui leur tombaient dessus. Jean regarda l'une des émeraudes et dit que le tombeau avait plus de 2000 ans. Soudain, il lui couvrit la bouche avec sa main et l'exhorta à ne pas en parler devant Ran. C'était extrêmement désagréable pour Tao de regarder le jeune homme attentionné, car il ne le lui montrait pas. Et en regardant le ciel parsemé d'étoiles, elle continuait à penser qu'il était son fiancé. Après tout, il s'avère que Yoon est la réincarnation du général. Pendant ce temps, l'archéologue examinait le fragment d'émeraude. L'adolescent a décidé d'utiliser sa technique Feng Shui pour découvrir l'origine de ces pépites. Jean remarqua leur incroyable éclat, qui lui parut plutôt étrange. Soudain, Ran a dit qu'elle avait déjà vu ces pierres, O lui a demandé de lui en dire plus. Tao essaya de se rappeler où exactement elle avait rencontré ces émeraudes. La jeune fille était encore capable de retrouver un souvenir de ce minerai, il s'appelait fluorite et pouvait corroder la chair humaine. Le commandant lui en a parlé, la dame les a immédiatement exhortés à jeter ce fragment, car cela pourrait leur nuire. À ce moment-là, le cercle magique du gars est soudainement devenu noir, ce qui indique simplement son caractère défavorable. Un instant plus tard, il ressentit une douleur dans sa main et jeta l'émeraude de côté. Après quoi il reconnut que le propriétaire de la tombe était bien un monstre. Soudain, une de ses pépites s'est envolée vers lui, mais l'agile Yoon a réussi à esquiver. Ainsi, la pierre a frappé Puffy, qui se tenait derrière lui, et le gars a ressenti une douleur intense. Ses vêtements ont littéralement commencé à se corroder et sa main était couverte d'une énorme brûlure. Il s'est soudainement retourné et a vu Yama et Ren, qui ont déclaré qu'ils les suivaient sur les talons. Ajoutant que le tunnel de gauche s'est vraiment avéré être un enfer, mais ils ont quand même réussi.
Le personnage principal a été choqué d'avoir pu franchir le passage. À ce moment-là, ils furent attaqués de manière inattendue par d'énormes chauves-souris. Takfu commença immédiatement à les combattre. Il convient de noter que le général a pu facilement s'occuper de la meute de sangsues. Puis il se dirigea vers Tao et lui dit qu'il devrait terminer ce qu'ils avaient commencé. Ran attrapa son fouet et déclara que jusqu'à ce qu'il retrouve la mémoire, il ne mettrait le doigt sur personne. Moto souriait, passant sa main le long de la lame de son katana, dit que dans ce cas, la mort les attend tous. À ce moment-là, Oh a commencé à crier que la brûlure de Waddles s'agrandissait et continuait à ronger la peau. Yoon, à son tour, a tristement déclaré que seule l'amputation du bras serait utile. Pendant ce temps, le général accusa Tao de trahison et s'empressa de la tuer. Ran a répondu qu'il ne pouvait pas comprendre ses véritables sentiments et s'est préparé au combat. Le professeur a insisté pour que Yama prenne la jeune fille vivante, car il avait besoin d'examiner ses os, qui avaient plus de 2000 ans. Jean a attrapé Pude par la main et a sorti un couteau, le gars a crié de douleur folle. Après quoi, serrant les dents, il exhorta le capitaine à ne pas perdre de temps, mais à faire le travail plus rapidement. Une seconde plus tard, la jeune fille lui a coupé la main et lui a immédiatement enroulé un chiffon autour de la main. Le gars a enduré ce processus avec dignité et a regardé sa main pourrie avec les larmes aux yeux. Oh, à son tour, se dirigea vers le général en déclarant que personne n'avait le droit de nuire à ses camarades. Puis elle se précipita au secours de Tao pour enfin envoyer Takfa dans un autre monde. S'étant blessé à la main, Oh a continué à appuyer sur lui, mais la moto extrêmement agile s'est constamment échappée. Ran comprit que les fusions de sang ne pouvaient pas être autorisées, car le chemin du retour était assez dangereux. Yoon a également exhorté Jin, sûr de lui, à arrêter de l'attaquer, puisqu'elle n'est pas son adversaire. Cependant, la jeune femme n'a voulu écouter personne et a continué à dire qu'elle allait bientôt arrêter ce salaud. Mais Yama avait un avis différent, et à un certain moment, il réussit quand même à deviner le moment opportun et à frapper la jeune fille. Oh a volé sur le côté, il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a dit qu'elle n'aurait pas dû se battre dans un tel état. Moto a décidé de terminer le travail et s'est précipité pour achever la fille, mais Tao l'en a empêché. Pendant ce temps, le professeur fut soudainement transpercé par de la fluorine verte. En se retournant, le général vit une image terrible, son père était inévitablement en train de mourir. Ren s'est littéralement effondré au sol avec un rugissement et a commencé à s'étouffer avec le sang. Choqué, Yama n'en croyait pas ses yeux et ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Après quoi Karl désemparé s'est approché d'eux, Moto perplexe a demandé qui il était. Avec l'aide de son pinceau magique, il pouvait contrôler les pierres d'émeraude et la démontrer au maximum. Il ne s'attendait pas à voir un arabe ici et il lui a demandé ce qu'il avait oublié ici. Le cheikh a commencé à organiser un cirque et l'a remercié d'avoir pris la peine de répondre à son apparition. Le général, sans hésitation, se précipita pour achever Karl et se précipita vers lui. L'arabe, à son tour, a déclaré que cette fois, il ne se tromperait pas et qu'il verrait son pouvoir. Après quoi il commença à jeter des pierres sur Takfu, Moto comprit qu'il ne pourrait pas y faire face si facilement. Yama commença à échapper aux fluorites émeraudes, en utilisant activement son katana. Dans le même temps, le général se rapproche progressivement de Karl afin d'engager un combat rapproché. Le cheikh a noté ses compétences habiles, mais a en même temps déclaré qu'il ne pouvait pas se comparer au pouvoir d'un dieu. Un instant plus tard, Takf parvenait encore à se rapprocher de l'arabe et il semblait que la victoire était proche. Cependant, Karl, sûr de lui, a soudainement claqué des doigts et quelque chose d'inimaginable s'est produit. Tenant l'épée à quelques centimètres du cheikh, Moto se figea soudainement et ne put bouger. Yama a demandé quand le gars avait réussi à devenir si fort, l'arabe souriant a répondu que la dernière fois, il était au stade de la fusion. Mais maintenant, tout a radicalement changé, à ce moment-là, la lame du katana a commencé à être pointée vers le général lui-même. Takfu ne comprenait pas comment cela était possible et pourquoi sa lame obéissait à la volonté d'une autre personne. Soudain, l'épée sembla échapper au contrôle de Karl et vola sur le côté. Le gars a dit que les insectes ne peuvent pas surpasser Dieu lui-même et que c'est pourquoi il meurt toujours. Moto fit semblant d'abandonner et, après avoir attendu le bon moment, commença à l'attaquer. Cependant, le cheikh sauta et plana dans les airs, puis répéta qu'il n'était pas à la hauteur de l'essence divine. Finalement, Yama réalisa qu'il ne pouvait pas faire face à lui et il commença à s'enfuir, l'arabe suivit le général. Mais même Takfu, blessé, a pu échapper au Karl désemparé. Oh lui demanda à ce moment-là si c'était la même main qui appartenait à Inko. Le cheikh, esquissant un sourire malicieux, remarqua qu'elle était désormais en sa possession. Jean se rendit compte qu'en fait c'était lui qui avait tué le gros homme pour obtenir le pinceau magique. Karl l'a exhorté à ne pas se creuser la tête, mais plutôt à aider à tuer quelques personnes supplémentaires qui osaient s'opposer à lui. Tao, à son tour, a déclaré qu'elle était extrêmement curieuse de voir la véritable force de sa main. Mais le personnage principal était contre qu'il règle les choses et a dit qu'il ne devrait pas se battre. L'arabe surpris demanda à Osiran n'était pas désormais leur ennemi commun. Insatisfait, Jean répond que pour le moment ils sont alliés, mais que ce n'est que pour un moment. Karl a retroussé ses manches et a déclaré qu'il était extrêmement intéressé à tester sa capacité unique.
Il le regarda d'un air menaçant et déclara qu'il serait heureux de lui démontrer la technique du Feng Shui. La seconde suivante, l'Arabe fit littéralement pleuvoir une météorite fluorée sur le jeune homme. Youn utilisa instantanément son talent, ses mains brillant d'une lumière dorée. Ainsi toutes les pierres tombèrent à terre sans lui faire de mal. Karl a remarqué que sa technique était vraiment capable de faire face au pouvoir des dieux et a exhorté le gars à découvrir lequel d'entre eux était le plus fort. À ce stade, O est intervenu et lui a ordonné d'arrêter cela, car le cheikh avait toujours des dettes envers elle. L'Arabe a immédiatement transformé tout cela en plaisanterie et a dit avec un sourire qu'il s'amusait juste un peu, ajoutant que Jean prend tout trop au sérieux et devrait se détendre plus souvent. Le personnage principal a compris qu'en réalité la main magique était extrêmement forte. Karl a déclaré qu'il voulait juste voir la technique du Feng Shui en action et qu'il n'avait pas l'intention de tuer l'archéologue. Il lui a demandé s'il pouvait retirer toutes les pierres étoilées du plafond de la grotte. L'Arabe a pointé sa main vers le haut, a claqué des doigts et a dit qu'il essaierait de le faire. Quelques secondes plus tard, des veines entières de fluorine tombèrent au sol. Youn a été impressionné par la puissance du pinceau magique, qu'il s'est empressé de signaler. Satisfaite de lui-même, Karl a déclaré qu'elle pouvait également soulever des objets lourds dans les airs. Jean n'a pas aimé qu'il soit distrait de l'affaire et les a menacés une fois de plus d'arrestation. Le cheikh a répondu qu'ils avaient simplement décidé de mener une petite expérience. Tao, à son tour, les exhorta à poursuivre leur voyage et à partir à la recherche du sceptre. O prit Waddles par le bras et demanda à l'Arabe s'il aimait vraiment O. Karl sourit comme toujours et répondit qu'elle le charmait par sa beauté. Le personnage principal a remarqué qu'il avait un goût plutôt étrange pour les filles. Jean entendit de quoi il parlait, ce qui la rendit furieuse, mais elle ne le montra pas. Soudain, un tremblement de terre a commencé, Youn n'a pas compris ce qui se passait, car ils avaient retiré toutes les étoiles du tombeau. Soudain, juste devant eux, une dalle s'est ouverte dans le sol, là où se trouvait un escalier qui descendait. Ran a suggéré que c'était l'entrée du niveau suivant et qu'ils devaient y descendre. Après quelques minutes, ils commencèrent à descendre, l'adolescent remarqua que cela ressemblait à la route de l'enfer. Mais comme il n'y avait pas d'autre accès au tombeau, ils durent passer un autre test. Il y avait des torchets accrochés au mur et allumés avec un feu vert, ce qui était assez inhabituel. Karl a suggéré de vérifier d'abord avant de continuer et a envoyé plusieurs pierres dans l'obscurité totale. Les fluorides brisèrent les marches et roulèrent là où l'inconnu les attendait. L'Arabe remarqua soudain que la force de sa main ne fonctionnait pas ici. À ce propos, il demande où ils vont et de quel genre d'endroit il s'agit. Pendant ce temps, les fragments envoyés semblaient heurter quelque chose et un son caractéristique se faisait entendre. En y regardant de plus près, il a dit qu'il avait vu une sorte de porte et qu'il devait descendre pour vérifier. Arrivant finalement à cette porte, ils virent un grand signe de tigre dessus. Le jeune archéologue fut extrêmement surpris, car il s'agissait d'une bête du monde des morts. A noter qu'il n'y a ni enfer ni paradis et qu'il faut seulement croire aux faits, c'est-à-dire à la science. Youn ne pouvait même pas penser qu'une fille comme elle ne croyait pas à tout cela. À ce moment-là, Tao était confuse par quelque chose et elle a commencé à parler indistinctement de quelque chose. Le gars a demandé quel était le problème. Ran s'approcha de la porte et dit que ce tigre était son emblème. Soudain, la porte commença à s'ouvrir lentement, tout le monde fut surpris, car il n'avait rien touché. O se demanda si elle n'était définitivement pas liée à ce tombeau, puisque les portes s'ouvrirent à l'approche de Tao. La jeune fille y réfléchit, comme si elle essayait de se souvenir de son passé et dit qu'elle ne le savait pas. Puis elle s'est tournée vers lui pour lui demander de l'aider à retrouver la mémoire. Naturellement, le jeune homme n'a pas pu refuser ses paroles et a déclaré qu'il l'aiderait certainement. Après quoi il s'avança et appela les autres à ne pas le quitter d'un seul pas. Ran s'occupa de lui et vit son général, pensant à quel point il lui ressemblait. La jeune femme le suivit et se demanda si son amant l'Y attendrait. Le corps du général était toujours dans la tombe et la rencontre tant attendue allait bientôt avoir lieu. L'équipe de la division Dragon, dirigée par Huo, s'est déplacée plus loin dans une zone inconnue où se tenaient d'énormes guerriers pétrifiés. Le personnage principal a appelé tout le monde à la prudence, puisqu'il n'y avait pas de torche dans cette pièce. Juste au moment où Jean faisait entrer Waddles dans l'entrée, la porte se ferma soudainement. Il a malheureusement noté qu'il n'y avait désormais plus de retour en arrière et qu'il leur faudrait chercher une issue. Karl a déclaré que ce n'était pas surprenant, car dans un endroit aussi mystique, on ne s'attendrait à rien d'autre. Après quoi il apporta de la fluorine aux gardes métalliques du général, l'Arabe put déterminer qu'ils étaient en bronze. Cependant, le cheikh lui-même trouva cela étrange et examina à nouveau la statue. Puis il déclara que ce produit en bronze était véritablement un chef-d'œuvre des temps anciens. Mais O lui a demandé de manière convaincante de ne pas toucher à la relique, car il pourrait accidentellement casser quelque chose. Karl toucha à nouveau la guerrière et lui dit que rien ne se passerait et qu'il ne pouvait pas lui faire de mal. À ce moment-là, l'Arabe a à peine arraché sa main de la statue et a laissé des éclats dessus, et certains fragments de bronze sont restés collés à sa paume. Le cheikh, perplexe, s'empressa d'annoncer qu'il ne s'agissait en fait que d'un revêtement de bronze. Un instant plus tard, des torchers furent allumés dans toute la tombe et tout le monde commença à regarder autour de lui. Le garde de pierre devant lui prit soudain vie, ses yeux pétillant d'une lumière verte magique. Le guerrier se pencha vers lui et l'attrapa par la main, le soulevant un peu,
Karl effrayé commença à exiger qu'il le dépose au sol. Yoon s'est immédiatement précipité à son aide grâce à sa capacité unique. Le soldat de bronze du général prêta attention au jeune homme et relâcha le chèque. Puis il tomba soudainement à genoux devant le gars et baissa la tête. L'archéologue effrayé était choqué et ne comprenait pas ce qui se passait. Pendant ce temps, le reste des guerriers s'est également réveillé du sommeil et s'est allumé avec des balises vertes. Puis ils se mirent également à genoux et inclinèrent la tête devant l'adolescent. Le personnage principal a commencé à regarder autour de lui et a remarqué que plusieurs dizaines de gardes s'inclinaient devant lui. Tao, à son tour, était une fois de plus convaincu qu'il s'agissait bien de la réincarnation de sa bien-aimée. Il a commencé à appeler l'un des guerriers à se lever, disant qu'il n'était pas nécessaire de le saluer ainsi. À ce moment, le général, qui gisait toujours dans le cercueil, ouvrit soudain les yeux. Le soldat a immédiatement menacé l'homme et a pointé sa longue lance sur lui. Le jeune homme, stupéfait, réussit à esquiver le coup du garde et sauta sur le côté. Le reste de l'armée du général a pointé ses armes sur Yoon, mais on l'a éloigné à temps. Ainsi, ils étaient entourés de guerriers de bronze et ne savaient pas comment procéder. Ce que le jeune archéologue a demandé à Ran, la jeune fille a suggéré que tout cela n'était qu'une illusion. Karl a essayé d'utiliser un pinceau magique, mais pour une raison quelconque, son pouvoir n'a pas fonctionné dans la tombe. Il se rendit compte que la tâche devenait de plus en plus difficile et s'empressa d'appliquer la technique du Feng Shui. Mais il n'a jamais eu le temps de s'en servir, car un des acolytes du général l'a attaqué. En conséquence, Yoon a volé directement vers Jin. La fille, comme tout le monde, a été choquée par ce qui se passait. L'adolescent a déclaré qu'il devait trouver un moyen d'échapper aux gardes, car il ne pourrait pas les vaincre. À ce moment-là, une lance se précipita sur lui, il ferma les yeux et se prépara au pire résultat. Mais une seconde plus tard, le jeune homme découvre que rien ne s'est passé et qu'il est vivant. Le personnage principal ouvrit les yeux avec crainte et vit Tao, qui montra un certain talisman au guerrier et il se figea sur place. En y regardant de plus près, Yoon se souvint qu'il avait déjà vu cette amulette de jade quelque part. Soudain, les puissants gardes scandèrent le nom de Ran à l'unisson, et la jeune femme fut surprise. Puis elle a répondu que c'était bien elle et qu'il devrait déposer les armes. L'archéologue, choqué, a déclaré que ses rêves se sont révélés vrais. La jeune fille a admis qu'elle avait 2000 ans, mais la raison pour laquelle les soldats l'ont attaqué restait un mystère. Il a dit qu'en fait, il ne le savait pas, mais si tout cela était vrai, alors il était leur général. Jean, indigné, a fait irruption dans leur dialogue et a demandé à savoir ce qui se passait et de quoi ils parlaient. Yoon s'est empressé de raconter l'histoire de ses rêves et qu'ils se sont révélés être une réalité, mais dans une vie antérieure, où il était général et ses gardes étaient des soldats. O était perdu et a dit que tout cela n'était que fiction et que cela ne pouvait pas arriver, et que la réincarnation n'était qu'un mythe. Même Karl aimait cette histoire, il remarqua qu'elle était tout simplement inimaginable. Soudain, sa voix sortit du cercueil du général, il appela Tao, la jeune fille se mit à trembler. Quelques secondes plus tard, le commandant a percé le mur du sarcophage, tout le monde était horrifié. Jean a demandé extrêmement nerveusement à Ran ce qui se passait et qui il était. L'évêque continue de percer les murs du tombeau et demande qui ose troubler la paix du tombeau impérial. O a demandé au gars pourquoi il parlait de l'empereur, parce qu'ils lui ont dit qu'il y avait un général là-bas. Le personnage principal s'est saisi la tête et a essayé de se souvenir d'au moins quelque chose. La seule chose qu'il a creusée dans son esprit était la façon dont il criait avant la bataille qu'il se battait pour l'empereur. Pendant ce temps, le souverain a finalement fait tomber le couvercle supérieur du cercueil et s'est libéré. Tous les guerriers se mirent soudain à crier que le mort était enfin ressuscité. Karl, choqué, a déclaré que cet Orient l'avait toujours effrayé avec ses morts. Soudain, les gardes de bronze tombèrent à genoux devant le vrai seigneur et inclinèrent la tête. Ils se dirent très heureux du retour de leur général. Le commandant prit le sceptre dans ses mains et demanda où se trouvait son bien-aimé Tao. La jeune fille était heureuse et lui a demandé si tout était vrai et il est ressuscité. Le jeune dirigeant l'appela à venir immédiatement vers lui. Ran s'avança lentement vers lui. Puis, incapable de se retenir, elle courut vers lui et lui dit en pleurant qu'elle avait toujours cru, parce qu'il avait fait une promesse. La jeune femme se souvint immédiatement de la façon dont il avait juré sous le sakura de revenir vers elle. L'afflux émotionnel était extrêmement fort et submergeait littéralement Tao. Mais soudain, le personnage principal a prononcé un discours plutôt étrange, à propos d'elle et de Sakura. La jeune fille stupéfaite s'arrêta instantanément et se tourna vers et lui dit que c'étaient les mots que le général lui avait dit. Les yeux du dirigeant désemparé brillèrent instantanément et il demanda qui était ce type. Yoon lui a ordonné de s'éloigner de lui, car cet homme est son côté obscur et il est le véritable dirigeant. Le commandant a immédiatement saisi Ran par la main et a déclaré qu'il était un vrai général, et que ce gamin mentait de manière flagrante. Tao, à son tour, a eu peur et a commencé à exiger qu'il la laisse partir. Le dirigeant a répondu qu'il ne s'était réveillé qu'à cause d'elle et qu'elle était si ingrate. L'adolescent a continué à insister tout seul et a ordonné de la laisser tranquille. Le général tourna lentement vers lui son regard menaçant et froid, après quoi il appela les soldats à tuer cet homme. Les gardes de bronze se précipitèrent instantanément pour attaquer le jeune archéologue. O a dit qu'il était temps pour eux de partir, car même s'il était leur chef dans le passé, maintenant tout a changé.
Mais le gars est resté immobile et lorsque les lances se sont précipitées sur lui, il leur a ordonné de s'arrêter. Les guerriers écoutèrent soudain le jeune homme et se figèrent sur place, se regardant. Il continue son jeu et demande s'ils ne reconnaissent vraiment pas leur général. Après tout, ils ont mené tant de batailles ensemble et ont porté ce lourd fardeau pendant si longtemps. Et maintenant, ils ont décidé de se détourner de leur dirigeant, a crié Youn d'un ton menaçant. Les guerriers magiques se regardèrent à nouveau et l'un d'eux s'agenouilla soudainement. Parce qu'on peut prendre l'image de n'importe qui, mais l'âme reste une. Le général remarqua qu'il semblait maintenant regarder son reflet. Tao déclara qu'il n'était pas un véritable dirigeant. À ce moment-là, le souverain lâcha sa main et sortit son sceptre magique. Après quoi il dit que c'était une situation amusante, puisqu'il n'avait pas combattu depuis plus de 2000 ans, et que maintenant l'ennemi était sa propre copie. Le personnage principal a pris la lance et le guerrier et a déclaré qu'il n'était qu'un obus prétendant être lui. Le commandant dégaina sa lame et répondit qu'il était extrêmement curieux de voir les compétences du clone, puis il s'est précipité à l'attaque à une vitesse fulgurante. Il s'est avéré qu'il était très habile à manier une lance. Il a courageusement repoussé les coups du pseudo-souverain, qui a commencé à faire pression de plus en plus. Après avoir affronté Youn, le dirigeant a remarqué que le gars était beaucoup plus faible qu'il ne le paraissait. Pendant ce temps, Ran essayait de déterminer lequel d'entre eux était réellement son amant. Tout le monde se levait et regardait avec horreur la bataille acharnée entre les deux dirigeants. De manière inattendue, il a pu échapper à l'assaut du guerrier et mener son attaque. Le général était perdu et dit que c'était impossible, car il ne pouvait pas être plus faible que lui. Sentant son avantage dans la bataille, le personnage principal s'est dépêché de terminer le travail. Jin a commencé à donner des conseils à Youn et à lui dire qu'il devrait croire en lui-même. L'adolescent a déclaré d'un ton menaçant qu'il s'occuperait bientôt de sa copie ridicule. Le commandant, à son tour, sourit et dit qu'apparemment, en 2000 ans, il avait oublié de quoi il était capable. À ce moment-là, le jeune archéologue transperça littéralement le souverain avec sa lance. Cependant, il n'a pu causer aucun dommage, car le général était un fantôme. O a remarqué qu'il est si rapide qu'il laisse derrière lui une image rémanente. Le pseudo-souverain a déclaré que si le garçon mourait de ses propres mains, il ne se sentirait pas humilié. Il était sûr d'être possédé par l'esprit maléfique du crâne et lui ordonna de ne pas prétendre être un commandant. Le seigneur a déclaré qu'après l'avoir tué, leurs âmes fusionneraient à nouveau. Quelques secondes plus tard, il a de nouveau couru autour de lui par derrière et a pu lui infliger un coup douloureux. Après quoi il s'éloigna à nouveau. Youn commença à comprendre qu'il ne pouvait pas se comparer à lui en termes de force physique. Pendant ce temps, le dirigeant continuait de provoquer le jeune homme et de dire qu'il était un adversaire extrêmement faible. Le personnage principal l'a exhorté à moins parler et enfin à agir. Cependant, le général prit une décision différente et se précipita vers eux. Il déclara que tous ceux qui entraient dans le tombeau devaient mourir. Il lui lança immédiatement une lance et dit que son seul adversaire était lui. Le commandant esquiva facilement et répondit que son tour viendrait bientôt. Après quoi il continua d'avancer vers Jean et s'empressa d'attaquer la jeune fille. Ce qui, à son tour, a également eu une bonne réaction et a esquivé le coup. Le souverain remarqua que la jeune fille était assez bonne pour pouvoir résister à sa force et se précipita pour attaquer à nouveau. Youn le suivit et dit nerveusement qu'il n'avait pas le droit de l'ignorer. Le seigneur balança son pied à une vitesse fulgurante et l'adolescent vola sur le côté. Sachant très bien que leurs forces sont incommensurables, ce qui signifie qu'il ne peut pas le vaincre. Il n'avait même pas la force de protéger la seule personne qui comptait pour lui. Le général a remarqué que puisque le jeune homme l'apprécie tellement, il s'ensuit qu'il a trahi Tao et mérite la mort. Jean était abasourdi que quelqu'un se soucie d'elle et y réfléchissait sérieusement. Après quoi le commandant pointa son épée sur elle, O réalisa qu'il était trop rapide pour elle. Il lui était difficile d'accepter que sa vie prenne fin et que tout soit gâché. À ce moment-là, Karl est intervenu de manière inattendue et a déclaré qu'il ne pouvait pas abandonner si facilement. Il attrapa la lame de la règle avec sa main et sentit instantanément une faiblesse dans son corps. Puis il a littéralement choqué Jean et lui a avoué son amour. La jeune fille ne savait pas comment réagir face à cela. Même le général a apprécié son action, notant qu'il aimait la main magique de sa main. L'arabe a dit, malgré la douleur, que sans ce pinceau, il serait mort depuis longtemps. Un instant plus tard, le pseudo-dirigeant lui a coupé la main de sang-froid, le cheik hurlant de douleur. Jean a immédiatement couru vers Karl et l'a exhorté à tenir le coup, mais la douleur était insupportable. Le seigneur, à son tour, ramassa calmement le pinceau magique sur le sol. L'arabe lui ordonna de ne pas le toucher. Après tout, il sera à nouveau contraint de retourner à sa vie antérieure, où il n'était personne. Le commandant l'a regardé et a déclaré qu'il était miséricordieux auparavant, mais que maintenant tout a changé. Après quoi il a tranché la gorge du cheik. Karl a attrapé son cou ensanglanté. Le souverain leva la tête et déclara que le silence tant attendu était venu. O a littéralement commencé à le supplier de ne pas mourir, car tout était arrivé par sa faute, ce qui était assez inattendu d'entendre parler d'elle. L'arabe, du bout de ses forces, dit qu'elle était aussi belle que la première fois qu'il l'avait vue. Bientôt, il ferma les yeux et mourut. Jean ne parvenait pas à croire ce qui se passait. Waddles ne comprenait pas non plus comment le dieu de la guerre se transformait en seigneur démon.
Le souverain sourit et répondit que les temps changeaient toujours et qu'il aimait ce statut. Et afin de le récompenser de son titre magnanime, il le tuera sans douleur. Mais à ce moment-là, le personnage principal s'est levé et lui a ordonné de laisser le gars tranquille. S'étant qualifié de véritable dieu de la guerre, tout le monde fut impressionné par sa confession. Le jeune homme a dit qu'il lui était inférieur en force, mais même cela ne l'arrêterait pas. Le général l'a exhorté de manière convaincante à reprendre ses esprits, car les conséquences seraient irréversibles. Soudain, il rayonna d'une sorte de magie, comme si quelque chose le possédait. La lumière dorée de sa technique Feng Shui s'infiltrait à travers ses mains. Yun regarda le dirigeant d'un air menaçant. Tous les guerriers de bronze se mirent à crier quelque chose et à lever leurs armes au-dessus de leur tête. En larmes, Tao a déclaré que le véritable général était enfin apparu. Un instant plus tard, la magie disparut et Ran se demanda si sa mémoire était réellement revenue. Le commandant ne lui a pas permis de répondre et a déclaré que le jeune homme était allé trop loin et que la mort l'attendait. Il a accepté son défi et a déclaré qu'il ferait tout son possible pour protéger les personnes qui lui sont chères. Après quoi il ordonna nerveusement au garde magique de lui donner une arme. Le guerrier de bronze lui lança naturellement une lance, l'appelant son général. Le personnage principal a attrapé l'arme et s'est tourné vers son adversaire. Le souverain l'a exhorté à découvrir enfin lequel d'entre eux est un vrai guerrier et qui mourra. Utilisant sa capacité Feng Shui, Yun a lancé une attaque dévastatrice. Le seigneur n'a pas non plus hésité à utiliser ses compétences et s'est préparé au coup. En conséquence, après quelques secondes, il y a eu une énorme et forte explosion. Tout le monde a été choqué par ce résultat et n'a pas compris qui avait réellement survécu. Après quoi, la fumée s'est dissipée et les deux dirigeants extrêmement faibles se sont fait face. Soudain, le corps du jeune archéologue fut enveloppé par une sorte de matière bleue, sourit le général. Puis le commandant suffisant a déclaré que le corps du jeune homme était à bout. Il ne pouvait plus se tenir debout et s'est mis à genoux pour reprendre son souffle. Tao, à son tour, comprenait déjà parfaitement lequel d'entre eux était le véritable dirigeant. Un instant plus tard, le seigneur démon fut également transpercé par la matière bleue et affaibli. Ran a immédiatement couru vers son bien-aimé Yun et l'a aidé à se relever. Le gars a demandé pardon d'une voix étranglée de ne pas pouvoir tenir sa promesse. La jeune fille fondit en larmes et lui prit la main avec laquelle il la conduisit dans ses cheveux soyeux. Après quoi il ferma brusquement les yeux et baissa sa main faible. Tout le monde fut horrifié. O et Waddles se sont immédiatement précipités vers l'adolescent et ont commencé à le supplier de ne pas mourir. Jean porta la main à son nez et sentit soudain son souffle. Elle soupira de soulagement et dit qu'en fait il avait eu de la chance, puisqu'il avait tout simplement perdu connaissance. À ce moment-là, son corps scintille soudain d'une magie incompréhensible. Tous les gardes de bronze tombèrent à leur tour à genoux et inclinèrent la tête. Puis ils prononcèrent des paroles plutôt étranges sur la façon dont leurs deux dirigeants avaient finalement fusionné en un seul. Ran fut choqué par cette information, car cela signifiait qu'ils étaient tous les deux de vrais dirigeants. O a essayé de la calmer et lui a dit qu'apparemment c'était la même personne. Tao la regarda avec des yeux confus et la remercia en disant qu'elle avait trouvé la réponse à sa question. À cette époque, les uns après les autres, les guerriers commencèrent à s'effondrer en petites pierres. Abasourdi, Puklia a demandé ce qui avait soudainement commencé à leur arriver. Ran répondit tristement qu'il ne servait plus à rien de rester dans ce monde, car leur patron avait disparu. Après quoi la jeune fille se leva et partit dans une direction inconnue, O lui demanda ce qu'elle avait l'intention de faire. La jeune femme a pris dans ses bras le corps du général du passé et a déclaré qu'il ne pouvait pas le laisser ici. Puis elle le ramena au cercueil, réalisant que c'était enfin fini. Jean, à son tour, s'est approché du corps sans vie de Karl et lui a dit qu'elle le laisserait ici, car il aimait les tombes anciennes. Tao commença à dire au commandant qu'elle voulait désespérément rester ici avec lui. Mais elle n'a pas encore terminé sa mission et il doit l'attendre. La jeune fille lui a passé la main sur la joue et lui a dit qu'il se reverrait. Puis elle prit le sceptre et le pinceau pour les mettre avec lui dans le sarcophage. Mais elle se souvint que O avait besoin du bâton pour guérir et le lui donna. Le capitaine du département des dragons prit l'artefact à contre-séure et la remercia pour son aide. À ce moment-là, une main magique lui échappa et s'agrippa littéralement à l'avant-bras de Puffy.